Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus sur notre grand chapiteau. Préparez-vous à découvrir notre incroyable galerie de monstres. Laissez-vous séduire par notre sirène. Émerveillez-vous devant les prodiges de notre garçon mât. Tremblez devant la sauvagerie de notre homme loup. Mais pour les plus curieux, avancez jusqu'à notre prodige bicéphale. 2 cerveaux pour un seul corps difforme vous abreuveront d'histoires de films terrifiants que toute morale réprime. Rassemblez-vous autour de cette chose et régalez-vous devant notre sanglot des péloches. Ça suffit pas, je sais pas ce qu'il leur faut, hein. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Le Sanglot des Péloches, l'émission qui vous parle de films de genre. Je suis Psycho, alias l'oiseau de nuit, incapable de survivre avec 4 heures de sommeil par nuit. Et je suis Check-in, le processeur humain capable de vous parler des micro-ordinateurs et des consoles qui n'intéressent personne, comme par exemple le Sharp X68000, l'Atari Lynx ou le MSX2, bien entendu. Je me suis presque pas endormi. Bref. Eh bien, Bravo, écoutez, bien joué. et bienvenue donc dans ce sideshow, n'est-ce pas, hein. Nous allons parler ici d'un très vieux film, entre Un film guillemets, qui a 92 ans cette année. 92 ans, mon Dieu. Là, donc, je pense qu'on avait commencé, en vrai, on avait commencé avec un pilote sur Spider vrai. Baby qui datait de 1960 ou 1962, je ne sais plus. Et ben là, je pense qu'on a un peu explosé notre propre record, puisque là, on va parler d'un film de 1932, que l'on trouve aujourd'hui même pas dans son état complet, d'ailleurs. Ah oui, il faut qu'on en parle de ça. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, puisque donc nous parlons de Freaks par Le Browning, Tom ouais. Browning, c'est ça. Donc, très connu surtout parce qu'il a fait le Dracula pour la Universal à peine un an avant, en 1931. Mais c'est quand même Freaks qui est souvent reconnu comme son magnum opus, même si on va avoir un petit débat dessus, enfin, je pense. Et en tout cas, un film qui a beaucoup marqué l'histoire du cinéma Oui, en général et surtout assurément. du film de genre, on va dire, à cette époque-là. Avant toute chose, bon, est-ce que tu auras une news à partager Étant donné que je suis le processeur humain et que je m'intéresse à des jeux vidéo qui n'intéressent personne, je pourrais parler encore une fois d'un truc, alors un petit peu moins de niche que la dernière fois, mais bon, c'est complètement hors actualité. Je peux le faire si tu veux en vraiment 1 minute top chrono. Bien sûr, vas-y, lance-toi. Que j'avais redécouvert Herzog's Vice qui était un jeu Mega Drive, pas connu du tout grâce à la réédition sur Nintendo Switch là, dans la collection Sega Ages. Et en fait là, je suis en train enfin j'en ai acheté une bonne petite dizaine de jeux Sega Ages, donc je refile la pub gratos, hein, que c'est des jeux qui valent 8 balles pièce, donc c'est un peu cher on va dire pour ce que c'est. Mais voilà, si vous êtes un peu archiviste du jeu vidéo et en particulier des jeux Sega, c'est assez cool. Et donc là, en fait, je suis en train de passer, je l'ai quasiment fini, même si en même temps c'est très rapide à finir, mais en fait c'est un jeu auquel tu rejoues tout le temps. Un beaucoup plus grand classique que Herzog's Vice, c'est Outrun. Donc de Sega. Ah oui. Le jeu avec la voiture rouge, la Ferrari, la blonde à côté de toi. Donc un jeu qui est sorti en 86. Oui, c'est ça, en arcade. Et donc, il a été adapté sur plein de machines, hein. Déjà à l'époque, il y avait une version sur Mega Drive, il y a même une version NES. Oui, à l'époque où Sega autorisait d'autres compagnies à faire des portages sur des consoles Nintendo. C'était Atari qui avait fait le portage. Il y a eu des versions sur Game Gear, sur Master System et compagnie, sur Sega Saturn, sur PlayStation 2. Voilà. Bon, bref, le jeu est disponible vraiment partout. Et donc ça, c'est la dernière version en date, qui n'a rien de vraiment neuf, entre guillemets, parce qu'en gros, c'est un écalque. C'est le remake du remake, ou c'était le portage du remake de la version Nintendo 3DS qui était déjà assez complète.
C'est le même jeu qu'à l'époque, hein. C'est un jeu d'arcade très classique pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Et en gros, c'est même pas un jeu de course, c'est juste un jeu vous devez atteindre des checkpoints avant la fin du timer et sinon c'est game over. Et en arcade, c'est vraiment la base de la base. Mais c'est un jeu qui marque par son ambiance, j'allais dire idyllique, un peu ambiance vacances. Ça commence à côté de la plage et tu traverses d'un bout à l'autre des États-Unis de manière évidemment très très. C'est des États-Unis vus par les Japonais, hein, donc c'est Ouais. très très caricatural et très imagé. Les musiques sont extrêmement cultes et vraiment charmantes. Moi j'adore. Notamment la musique à la toute fin, quand tu finis enfin, alors soit quand tu gagnes, soit quand tu as plus de temps et du coup tu mets tes initiales à l'écran des records, qui est toujours sur la version Switch et qui enregistre tes records, incroyable. Et la musique de fin où t'as les espèces de vagues synthétiques au son FM, enfin moi ça me fait frissonner. Mais voilà, bon, c'est un jeu qui est extrêmement classique. À l'époque, c'est une révolution parce que c'est pas en 3D, hein, Tony. Pour vraiment, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, c'est un immense classique, donc je vais apprendre rien à personne. Mais quand même, dites-vous que Outrun, c'est pas en 3D, c'est-à-dire c'est des dessins 2D, des sprites, et en gros, on a ce qu'on appelle du scaling, en gros du zoom hardware, donc plus ou moins pixelisé, qui crée une sensation de ah bah les voitures au loin s'approchent au fur et à mesure Ouais. ce qui se passe en fait. Mais en gros, toi, t'es censé comprendre que tu t'approches d'elle en fait. Et, bon, voilà. Et ta voiture est toujours au centre. Bref, c'est un jeu était très très révolutionnaire à l'époque, parce que c'est une technologie qu'on ne pouvait pas avoir sur console. D'ailleurs, les portages console sont beaucoup moins jolis que ça. Et donc c'est pour ça que c'est bien cette version Switch, même si la version 3D c'était déjà ça. C'est-à-dire c'est vraiment c'est l'arcade perfect, comme on dit, c'est pareil qu'à l'époque en arcade. C'est même mieux parce que c'est en 16 neuvième, qu'ils ont réarrangé les morceaux, les musiques, ils ont mis des nouvelles, notamment des réarrangements de Outrun 2, qui était un jeu là beaucoup plus récent, sorti sur Xbox, qui est un jeu. On y avait joué, rappelle-toi qu'on était allé au Comic Oui, Con bien sûr. cette année. Voilà, donc Outrun 2 est un jeu bien plus moderne, mais il y a avec des musiques très très nouvelles dedans. Et en fait, ils ont réarrangé au format 16 bits des musiques d'Outrun 2 dans le Outrun 1. Enfin, c'est complet. Voilà, c'est le genre de truc n'importe quoi, vraiment. C'est ce genre de truc qui, moi, m'excite dans cette collection Sega Ages. C'est que c'est pas juste des portages propres. C'est les développeurs, en fait, on rajoute du nouveau contenu et vraiment des trucs de niche qui vont exciter que un ou deux mecs un peu bizarres sur cette planète. Coucou, c'est moi. Donc voilà, donc c'est vraiment super sympa et voilà, bon. Après, rien de neuf, mais en gros, tu fais une partie, ça dure quand tu joues bien. Parce qu'en plus, c'est bien, tu peux mettre comme sur une borne d'arcade, tu peux changer les interrupteurs à l'arrière virtuellement là, et tu peux mettre le jeu en facile, faire en sorte que tu aies plus de temps, que tu aies moins d'obstacles. Donc voilà, tu peux jouer sans te prendre la tête, c'est assez cool. C'est presque un jeu du coup de détente, c'est assez agréable. Et une run, ça fait 5-6 minutes, quoi, tu vois, grand max. Mais tu le refais à chaque fois parce que tu as t'as différents embranchements, tu as 5 fins différentes. Et en plus, là, tu as la version japonaise dans cette version Switch et la version américaine où c'est pas les mêmes circuits exactement. Donc, en gros, là, chaque soir avant de me coucher, je fais une ou deux runs et puis je rentre dans les records. Et puis voilà, quoi. Bon, bref, c'est mon petit délire du moment. Voilà. Je pense que ça n'a rien d'exceptionnel. Je pense que ceux qui connaissent déjà ont déjà cette version sous la main, mais voilà, juste pour reconfirmer, voilà, je suis très content d'avoir découvert cette version qui, je pense, est la version définitive de ce grand classique. D'accord. Voilà. Et j'aimerais bien qu'un jour Outrun 2, par contre, sorte aussi sur Switch. Ça, ce serait vraiment top. Mais bon, voilà. Bref. Donc Ok. Outrun sur Switch, je recommande. Ok. Et bah moi, écoute, moi de mon côté, bah, comme d'hab, hein, je sors toujours des petites bizarreries. Alors, il y a 2 épisodes, je vous avais sorti Street Trash. Ah Voilà, oui, bien sûr. pour rester un peu dans les trucs assez étranges et assez improbables, hein, Oui, oui, je vois de après quoi cette tu vas histoire parler. de bouteilles qui fait fondre des gens. Et moi, j'ai vu récemment Slacks. Get ready for slacks. Okay, so we know two things. It loves Bollywood music, and it has a bindi on its forehead. Slacks. Donc film de 2020 canadien réalisé par Elsa Kephart. Et donc Slacks avec 2X. Ça nous parle d'une petite boutique de vêtements de grande marque, hein, vous savez, ce genre de magasin de merde un peu à la Abercrombie Fitch, hein, où on vend les mêmes fringues monochromes, mais qui bizarrement coûtent un demi-smic, hein, Oui. et qui sont remplis de,
d'employés un peu esclaves du client, le tout orchestré par des personnes avec une idéologie assez écœurante. Bref, voilà, ce genre de magasin-là. Et donc, les différents vendeurs, les différents employés se préparent à accueillir une nouvelle gamme de vêtements. Et donc, tout ce petit monde va un petit peu être bouleversé par un antagoniste qui va semer mort et destruction au fur et à mesure. Et donc, c'est surtout connu parce que c'est un film dont le tueur est un djinn. Et je ne parle pas du démon arabe, non, je parle bien du vêtement, la paire de jeans. Voilà. D'accord, C'est donc c'est pas banal, oui. C'est vrai que c'est un film sur un djinn tueur qui suce le sang de ses victimes pour gagner de plus en plus de puissance. C'est un film comique, et du coup... C'est un film comique un petit peu gore, enfin, tout confondu, mais à côté de ça... Le film va quand même se permettre d'avoir un petit peu de commentaire social. Encore une fois, déjà l'environnement dans lequel il est, et puis vraiment ça tire un peu à boulet rouge sur ces compagnies un peu parfaites qui te disent qu'ils sont éco-responsables et qui respectent les droits humains, mais tu te doutes bien que pour avoir des fringues qui coûtent $5 à être faites et qui peuvent vendre à 300, il y a quelques petits secrets derrière, et le film n'hésitera pas à aborder un peu cet aspect-là. Alors, pas avec des très très gros sabots non plus, ça reste une comédie, mais avec une fin assez cynique. Donc voilà, c'est pas incroyable, ça se retrouvera dans pas énormément de listes de must-watch, mais à part peut-être voilà, en termes de film what the fuckesque. Mais voilà, un petit film donc de cette décennie venu du Canada. Ouais, c'est pas vu en plus. Il y a de quoi passer une petite soirée. En plus, c'est très court, c'est 1h16. Donc ça se voit très, très facilement. Voilà, le temps de 2 bières avec un pote, ça marche assez bien. Voilà. Le pitch m'attire un peu, j'avoue. C'est tout pour nos petites news. Donc nous allons maintenant partir au plat principal. Donc Fricks de 1932. Tout petit avis général, si on a... c'est compliqué, on marche sur des œufs. Vite fait, vraiment vite fait, si je dois dire si je dois vous résumer un peu le film, vraiment faire un petit résumé le plus court possible. Basiquement, tout va partir sur une foire, un cirque ambulant avec donc du coup énormément de frics, et on va expliquer de quoi on parle après, bien sûr. Tout un groupe de frics, et l'histoire va s'articuler autour d'un jeu de séduction entre une funambuliste, une trapéziste, on va dire normale, avec des gros guillemets bien sûr. Oui, on va essayer. On va essayer. Je vais réfréner. Ah oui. Je vais réfréner toutes les blagues de mauvais goût. Normalement, je devrais en être capable, vu que ce film est assez court, au moins aussi court que son acteur principal. Merde. C'est pas vrai. Bon. Eh ben, je laisse tomber. Voilà. Non, mais passer la petite blague après, du coup, juste pour redevenir sérieux, juste 5 secondes, voilà, on s'excuse d'avance si on utilise des mots qui peuvent être considérés comme offensants ou quoi que ce soit, des mots qui d'ailleurs n'étaient peut-être pas considérés comme offensants dans les années 30, voilà, bon, voilà, nous ne sommes pas du tout spécialistes comment on appelle ça, en difformité, en souci de validisme, incapacitisme, je ne sais quoi. Voilà, donc si jamais on dit des choses qui ne sont pas bien reçues par nos éditeurs, on s'en excuse. On est juste là pour vous parler de cinéma. Voilà, donc on n'a pas de des arrière-pensées ou quoi que ce soit. Voilà, je veux juste le mettre, à part peut-être quelques traits d'esprit, mais ce n'est pas bien méchant, enfin j'espère. Donc je disais voilà, Je raconte pas ce que je fais de mes soirées, moi. Jardi. Je disais donc jeu de séduction entre la belle trapéziste Cléopâtre et le Lilliputien, encore une fois avec des guillemets, voilà. Le Lilliputien du cirque, qui semble très intéressé par elle, au détriment de sa fiancée actuelle, qui est également lilliputienne. Mais Cléopâtre, elle, est elle-même avec l'homme fort du cirque, donc un certain Hercule, qui lui-même vient tout juste de larguer son ancienne fiancée, donc une certaine Vénus. Ça commence sérieusement à ressembler au feu de l'amour, tout ça. Qui, elle, va voir un clown, bref, voilà. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Mais voilà, donc cette amourette serait peut-être...
peut-être juste un gros complot de Cléopâtre qui chercherait à s'approprier la fortune dont va hériter Hans. Et à côté de ça, voilà, on va avoir une histoire de complot et de vengeance dans ce cirque. Et autour de ça, c'est surtout... Enfin, on va très vite le voir que c'est surtout une excuse pour nous montrer en portrait très très serré la grande galerie de personnes à difformité qui occupent ce cirque. Et comment ces personnes vivent leur vie et font cause commune, se serrent les coudes et règlent leurs problèmes en famille. C'est bien dit. Le code des frics, ouais. En famille, tout à fait. Alors vite fait, si on peut donner un tout petit avis vraiment tout de suite avant de partir sur une critique détaillée, hein, histoire de, si vous avez envie de vous arrêter là, on vous donne déjà l'avis tout de suite qu'on a. Ouais, l'avis général. Moi, pour ma part, je le trouve plutôt sympathique. Hein. C'est un film qui est culte, ça c'est sûr, on peut pas lui retirer ça, mais pas culte peut-être pour la raison que l'on pourrait penser. Je pense qu'on se prend pas une très grande leçon de cinéma avec ce film quand même. Hein. Il est plus culte pour son contenu et sur les thématiques abordées que l'on n'osait pas vraiment à l'époque et qu'on n'ose plus du tout aujourd'hui. Mis à part ça, je trouve que le film ne réinvente pas l'eau chaude. Oui, c'est très vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. On va détailler de toute façon, bien sûr. Mais oui, voilà, je commençais à dire qu'on marche un peu sur des œufs, qu'on met les pieds dans le plat, parce que voilà, c'est un film qui est archi culte, mais je suis grosso modo de ton avis, à savoir que c'est un film qui est proprement réalisé, mais qui n'est pas incroyable vraiment pour ce qu'il est en soi, mais plutôt pour ce ce à quoi il fait référence. Oh, c'est très très mal formulé. Non, mais en gros, c'est un film qui est un marqueur temporel, culturel ultra important. Exactement. Par contre, le film en lui-même n'est pas forcément le meilleur travail de Todd Browning en tant que réalisateur. Voilà, on a plus ou moins résumé tout ça. Maintenant, voilà, si vous restez encore pour la suite, eh bien assurez-vous que vous soyez assuré que le film entier sera spoilé du début jusqu'à la fin. Hein. Donc voilà. En même temps, c'est un film, on rappelle qu'il y a plus de 90 ans. Mais après, il n'y a pas énormément de gens qui l'ont vu celui-ci. Hein. C'est vrai, oui, après, il a une petite réputation, mais tout le monde ne l'a pas vu, ça. Donc, avant d'aborder le film en lui-même, mise en contexte, parce qu'on dit quand même pas mal de gros mots depuis qu'on a commencé l'épisode, là, qui c'est un Frix? Alors moi, je proposais la traduction en français phénomène de foire. Ouais. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose qui est culturellement très ancré, j'ai l'impression, dans les États-Unis de la deuxième moitié les États-Unis, du même si c'est plutôt né en Europe, hein, finalement, Europe de l'Est. Et c'est d'ailleurs, sache-le, c'est aussi de là que vient le terme geek. Hein, justement, si aujourd'hui nous sommes des geeks, c'est qu'à la base, le geek, c'est un fou. Ça veut dire imbécile en allemand ou fou aux Pays-Bas. Et basiquement, c'était parmi les freak shows, des geeks, c'était des personnes qui n'avaient aucune difformité, hein, mais qui se faisaient passer pour des sauvages, pour des espèces de chéneaux manquants et qui, basiquement, faisaient les dingues dans une cage en arrachant des têtes de poulet avec les dents. Ah oui, ça vient de là. Oui, d'accord. Ça, c'était un geek. Je le savais, mais j'avais oublié. La définition a beaucoup changé au fil des décennies. Hein. Enfin, cela dit, vous n'avez pas vu les samedis soirs, quand j'ai vraiment très faim. Les freaks, donc du freak show, c'était souvent un ensemble de personnes atteintes de difformité, bien alors au début de l'humanité, souvent perçues comme étranges, mises à l'écart de la population. C'est de ce terreau fertile que sont faits les mythes et légendes de l'Antiquité, hein, bien sûr. Mais à une époque un peu plus évoluée, on a commencé à les voir comme des cas médicaux intéressant et finalement en soi digne de respect, surtout par rapport à une certaine empathie, et on a commencé à les exhiber, mais de manière rémunérée également. Donc beaucoup de frics ont pu alors soit dans vraiment des expositions finalement un peu scientifiques, mais surtout dans des cirques, hein, dans des foires, et d'où le terme de sideshow, hein, c'était pas l'attraction principale, mais souvent c'était ce qu'on mettait à côté. L'attraction principale, c'était le magicien, les tours, les acrobaties, tous ces trucs-là, et les freaks, c'est qui étaient à côté, qui avaient pas spécialement des compétences, mais qui avaient justement leur apparence
original à apporter au cirque. Et- Dans l'idée, le sideshow, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu mis comme une espèce présentés comme dans une espèce de galerie plus ou moins, C'est et ça. ils se présentaient pas sous le chapiteau central rond à faire les numéros, quoi. Pas À part forcément dans en tout les cas. cas où certains avaient des capacités spéciales qui pouvaient. Oui, On le quand tu voit. dis sideshow, c'est vraiment Voilà. C'est ça, c'est vraiment le truc à côté. Oui, oui. Et donc, contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, parce que j'ai souvent entendu dire que être un fric, c'était vraiment recevoir colibés, insultes et regards terrifiés de la ménagère de 50 ans. Mais faut savoir qu'à l'époque, alors au grand boom du freak show, être un fric, c'était lucratif et c'était bien vu. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de frics dans la pop culture, on a très souvent oui, cette image du monstre, entre guillemets, détesté par les gens. oui, la Ça, figure de l'homme, du monstre tragique dans les films. exactement. Faut savoir, ça pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a aujourd'hui avec notre pensée assez arrogante du 21e siècle où on se dit bah oui mais nous on est tellement des meilleures personnes que nos ancêtres hein, et nous maintenant voilà nous n'avons que de l'empathie pour ces pauvres personnes à l'époque aussi ils avaient beaucoup d'empathie pour ces personnes là hein, et même aujourd'hui un fric ça avait bien plus de possibilités de gagner sa vie de sa difformité Mm. qu'une personne handicapée à l'heure actuelle. Quand tu es né sans bras et sans jambes, à cette époque-là, tu pouvais effectivement être un phénomène de foire et voyager, voir du monde. Souvent, justement, ces phénomènes, ces raretés scientifiques étaient très bien vus et on recherchait un peu leur compagnie. On a des cas des cas mémorables de frics qui étaient invités à la cour du roi local et qui s'exprimaient. En plus, voilà, la plupart en plus étaient assez lettrés. Hein. Le cas de Joseph Merrick, donc Elephant Man, dont parle c'est David Lynch, il me semble, dans son film. Mm. Eh ben, il est beaucoup dans le film, il est beaucoup plus montré effectivement comme quelqu'un qui provoque l'effroi et le dégoût, mais le vrai Joseph Merrick historique, ben il était bien vu. C'était quelqu'un de très intelligent et très lettré, et les gens recherchaient sa compagnie. Alors ça veut pas dire que il a jamais eu de problème. Bien sûr il y a forcément eu des soulards qui lui ont jeté des gadins et qui l'ont insulté, parce que l'être humain est tel qu'il est. Mais faut pas croire, l'image du Frix, ouais, à l'époque, c'était quand même plutôt bien vu. Sauf, peut-être à l'époque où a été tourné le film, parce que cet intérêt pour le Frix, il a beaucoup descendu au fil des décennies, notamment par rapport déjà par rapport au fait qu'on avait beaucoup plus de connaissances scientifiques et médicales, ce qui fait que... Il y a l'arrivée de la génétique, c'est ça, voilà. c'est-à-dire. Ouais, la génétique qui ont permis déjà de réduire de plus en plus les accidents, on va dire, oui, les accidents génétiques. Et puis par la suite, on a surtout décalé notre empathie sur sur une autre espèce de personnes difformes, à savoir les gueules cassées qui revenaient de la guerre et Oui. et qu'on avait décidé de respecter beaucoup plus parce que voilà ils sont devenus difformes pour leur pays et malheureusement le fric s'était un peu redescendu vers cet archétype de monstre pestiféré malheureusement et on verra que ça s'est beaucoup ressenti sur le tournage du film justement. Oui, ils étaient un peu rejetés, quoi. C'est Ouais. ça. Donc, petit historique voilà, donc du Frix au fil des âges. Et alors aujourd'hui, les Frix, on n'en parle quasiment plus dans les films. Hein, pour ainsi dire, Ça existe encore. même les films qui parlent de Frix n'engagent pas de vraies personnes atteintes de difformité. On prend des acteurs souvent bankable, bien connus, à qui on rajoute plein de prothèses. Et on préfère ça plutôt ça, que c'est un... de vraies personnes. ça, c'est un vrai sujet, quand même, parce que oui, voilà, enfin, c'est bien que tu fasses cet historique pour qu'on soit nuancé sur la figure du Frix. Vu que oui, c'est aussi bien quelque chose qui est vu comme positif que négatif, et ça dépend du contexte, c'est-à-dire, ça dépend aussi de l'époque, ça dépend de la manière dont un Frix, un anglicisme, mais performe, c'est-à-dire si c'est pour du sideshow, si c'est pour du cinéma, si c'est, voilà. Et donc, voilà, faut pas réduire ça de manière binaire. C'est comme tu l'as dit hein, très bien d'ailleurs, c'est qu'il y a des frics qui ont très bien vécu leur vie, quoi, et qui étaient tout à fait appréciés et reconnus à leur époque. Et certains d'ailleurs ont fait une carrière Oui, bah oui, bien sûr. Ouais. jusque dans le cinéma. Oui, voilà, comme on va le voir. Ouais. À côté de ça, oui, par contre, je peux peut-être vite fait compter oui, certains acteurs qui ont des physiques assez particuliers. Enfin, moi, ce qui me vient en tête, évidemment, tout de suite, c'est Michael Berryman, bien sûr.
qui avait joué dans La Colonie des Yeux, hein, qui lui a un syndrome très spécifique qui lui donne un physique très particulier. Et qu'on soit d'accord, il est engagé par son apparence, bien sûr. Hein. Oui, finalement, c'est pas assez différent que ce qu'on a dans ce Donc film. finalement, on a quand même un certain reste Ouais. du Fricks, même s'il est Mais quand c'est même de plus en plus rare, quoi. très Vraiment. diminué. Voilà. Et même de manière générale, les acteurs à gueule, voilà, c'est un peu du même tonneau. Ron Perlman, par exemple, tu vois, c'est un peu le... Ou même beaucoup des acteurs de Ça Jeunet. peut être approché. Oui, oui, complètement. Dominique Pinon, Bon, après, Dominique est-ce que Pinon c'est- dans les films de Jeunet, c'est plus ou moins pareil. Même s'il n'a pas non plus il n'est pas handicapé. c'est pas Enfin, un... c'est pas... Oui, voilà, c'est pas un fric au sens premier du terme, Mais mais on peut encore retrouver aujourd'hui, c'est quand même cette un petite physique recherche de la particulier. particularité physique. Tout à fait, bah oui, tiens. Voilà. Et puis les nombreux acteurs, alors je sais pas quel est le terme, nains, lilliputiens, voilà, qui se sont retrouvés à être souvent des rôles de créatures fantastiques dans des films Mm. de fantasy, de science-fiction, C'est ça. les Et donc, Warwick Davis, et tout ça. et donc film, ouais, bien sûr. Et donc film par Todd Browning. Donc si tu Oui, as quelques grand petits monsieur mots du cinéma. sur ce monsieur du cinéma. Mais qui en plus c'est fascinant. Alors moi j'ai fait des recherches, je suis loin d'être un spécialiste, mais parce que c'est quelqu'un qui comment dire, il véhicule beaucoup de fantasmes en fait. Sa vie est pas mal mystérieuse, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément confirmé. Todd Browning, il aurait apparemment, alors c'est pas son vrai nom, hein, c'est Charles Browning si je ne dis pas de bêtises. Mhm. C'est ça, Charles Albert Browning Jr. Donc qui est né à la fin du 19e siècle, 1880, et qui apparemment a à peine 12, 13, 14 ans, aurait quitté le domicile familial pour une amourette et est parti du coup rejoindre sa chère et tante qui se présentait dans un cirque, qui performait dans un cirque, et il s'est retrouvé du coup apparemment pendant une vingtaine d'années à être un artiste de cirque comme un autre, c'est-à-dire qu'il faisait apparemment beaucoup de choses. Alors, on aurait des témoignages comme quoi on l'aurait vu contorsionniste, magicien, trapéziste, de ce genre de choses. Apparemment aussi, je mets des gros guillemets, que c'est dans des tours particuliers, mais la personne qui se retrouvait victime de tours d'hypnose. Mais selon les registres de la ville dans laquelle il est né, apparemment, non, il serait bien resté dans le foyer familial jusqu'à une vingtaine d'années et plus. Donc tu vois, en fait, voilà, Qu'est-ce qui déjà, est... il y a quelque ouais, chose il est autour du personnage. auréolé de mystère, oui, effectivement. Ouais. Et c'est assez marrant, parce que, ouais, effectivement, je ne savais pas du tout qu'il était enfin, qu'il aurait été dans le cirque. Tu te dis, ouais, il a une vie presque de personnage de cinéma, et c'est assez amusant. Et finalement, ouais, ça va présumer déjà la création de ce film-là, au final. T'as Complètement. presque un retour, toujours si on parle du fait qu'il a vraiment fait ça dans sa vie, c'était pas un retour aux sources pour lui. Ah oui, parce que c'est clairement toute une expérience qu'il a ensuite réemployée dans le cinéma quand passait la vingtaine, j'ai plus l'âge exact dans lequel il commence à partir vraiment à Hollywood, Los Angeles, mais voilà, il a utilisé tout ça en fait pour ses productions au cinéma et qui sont assez riches parce qu'en fait il a fait énormément de films muets, alors aussi bien ce qu'on appelle des short subjects, donc des courts Mhm. métrages quoi, de quelques minutes que des longs quoi. Donc beaucoup ont été perdus d'ailleurs avec le temps, ça c'est le grand drame malheureusement du cinéma du Ah oui. début du XXe siècle. Si vous regardez sa On filmo, a il y en beaucoup- a facilement plus de la moitié qui ont à chaque fois la mention Lost Movie. Et voilà, on a énormément de films qui n'ont pas été conservés, qui ont été perdus. Alors bon bref. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui était extrêmement productif. Mais par contre, je pense qu'on peut quand même ne pas faire l'impasse. On peut pas ne faire l'impasse sur sa rencontre avec Lon Chaney. Ah bah oui. Et du coup, à la Universal. Alors Lon Chaney, toi, tu connais un peu mieux. Si tu peux le présenter vite L'homme au fait. mille visages, tout simplement, grand acteur de monstre du cinéma de l'époque. Hein, donc c'est lui qui a fait Le Fantôme de l'Opéra, il a fait Quasimodo, il a fait énormément de créatures. Hein. J'en avais parlé un petit peu dans notre épisode
Ah bah oui. Spider Baby, Sur- où c'était son fils Mm. qui jouait dedans, mais voilà, lui aussi c'était ça. Il a vraiment, c'était un peu vraiment l'une des grandes bases du make-up SFX, hein, puisqu'il avait toute une technique, il avait toute une petite mallette remplie d'objets avec qu'il utilisait pour se transformer, avec même des éléments aussi improbables que de la peau de poisson qui collait sur sa peau pour rehausser certains de ses Ah oui. traits, et aussi des fils de pêche. Il utilisait carrément du fil de pêche avec des petits crochets pour étirer certains traits de son visage. Donc C'était vraiment c'est fait assez maison, dingue. quoi, Et, tellement. il venait d'une famille de sourds-muets, donc il était fait pour le cinéma, mais effectivement. Et oui, enfin, ils ont une collaboration assez incroyable, quoi. Il y a une bonne quinzaine de films, déjà rien qu'à l'époque des films muets qu'ils ont fait, dont je pense qu'on peut vite fait l'évoquer, c'est un film qui a été l'origine de beaucoup de fantasmes de cinéphiles. Alors que je dis pas de bêtises, tu me corriges hein, si je dis une After connerie. Midnight. Voilà, oui, exactement. Voilà. On a quand même des images, des photos Ça. de tournage, mais Le plus qui grand sont assez film, le impressionnantes. plus grand film de Todd Browning qu'on n'a jamais vu. C'est un peu l'exemple tarte à la crème quand on parle de Lost Media en cinéma, c'est vraiment souvent le nom revient Ne assez rapidement. subsiste de ce film que des photos de tournage, et notamment de l'incroyable make-up de Lon Chaney là-dedans. Tout à fait. Et c'est tout. Et donc comment est-ce qu'il en est arrivé à ce Fricks Alors, le truc c'est qu'il y a un producteur aussi à cette époque-là qui travaille énormément avec Todd Browning et Lon Chaney, c'est Irving Thalberg, donc sur tous les films de la Universal. Et le fait qu'ils vont Thalberg va se retrouver promu chez la MGM et il va amener avec lui Lon Chaney et Todd Browning. Mhm. Et alors concernant le film, ce film-là précisément Fricks, à la base c'est basé sur une short story, une nouvelle alors que je n'ai pas lu qui Oui, s'appelle c'était, Spurs. ouais, c'était vraiment, vous savez, ce genre de petites nouvelles qu'on mettait directement dans certains magazines de l'époque. Hein, Ah oui, donc on est un peu dans, alors je vais peut-être dire une connerie, mais ce genre de récit un peu horrifique, pulp, qui te fait frissonner, machin. C'est ce genre d'histoire, j'imagine. Mm. Alors je ne l'ai pas lu, je sais pas s'il y a une version française, j'ai cru comprendre que oui, parce qu'on a une traduction. Alors le titre, littéralement, hein, c'est Les Éperons. Et en gros, cette histoire, la MGM avait acheté les droits. Pas mal d'années avant, hein, ça doit être vers 1925-26, j'ai plus la date précisément en tête. Et donc on parlait des Fricks, il y a un acteur justement qui avait tourné déjà avec Lon Chaney et Todd Browning, qui Oui. du coup est le rôle titre de Fricks, C'est le fameux Harry Hurls. qui fait partie de toute une fratrie. Il avait 3 sœurs qui sont aussi atteintes de la même difformité que lui, qui se faisait appeler la Doll Family, c'est ça, la famille des ouais, poupées. Et donc cet acteur-là, Et en il a gros, joué dans un film de Todd Browning, The Unholy Tree. c'est ça. Mais avec Lon Chaney, il Tout me à semble en fait. plus, non? Ouais. Exactement. Mais alors moi j'ai pas vu, mais apparemment en plus il y a eu 2 versions de ce film-là, une en muet et une en parlant 5 ans plus tard. Et dans les 2 versions, il y a Lon Chaney et Harry Earl. Donc c'est quand même assez marrant. Ça peut valoir le coup de les comparer. Sachant que d'ailleurs, Et, à la base, oui, Fricks aurait pu, a été censé avoir un tout autre scénario et aurait dû avoir Lon Chaney dedans, il me semble. Oui, c'est ça en fait. À la base, il était prévu à un moment de la pré-production que ce soit vraiment un film à la gloire de Lon Chaney, mais comme Todd Browning avait l'habitude de travailler avec lui, quoi, rien de surprenant là-dedans. Et finalement, donc le projet a été un peu modifié en cours de route. La nouvelle à l'origine du scénario du film est finalement un prétexte, c'est vraiment une idée générale. Moi, je ne l'ai pas lu, mais en lisant des résumés, on comprend que c'est finalement très très librement adapté. Oui. Pour vous la faire, on peut la résumer vite fait, parce que c'est quand même important de Oui, voir le que c'est nouvel pas. original, oui, bien sûr. En gros, dans Spurs, dans Les Éperons, on part du même postulat, c'est-à-dire c'est une troupe de cirque et on a une histoire d'amour entre une personne qui n'a une femme qui n'a aucune difformité physique et du coup une personne atteinte de nanisme qui est prise amoureux pour elle. Et en fait, voilà, on apprend qu'en fait cette personne, l'homme va hériter d'une grande fortune, donc c'est en gros une histoire d'amour arrangée. Lui ne se rend pas compte qu'il se fait berner par son amante, qui en fait derrière a une autre histoire avec une autre personne qui voilà, c'est l'équivalent du Hercule qu'on a dans le film et Cléopâtra quoi.
Et en gros, par contre, le Fricks de cette short story, de cette nouvelle, est beaucoup moins sympathique que celui qu'on va voir dans le film. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, il va apprendre la supercherie, la machination, qu'on se moque de lui, et notamment que sa fiancée, qui n'est attirée par lui que par l'argent, se met à le vanner en disant que elle pourrait faire le tour de la France avec lui sur son dos, comme si elle était un cheval. Et là, tu te dis, ah, ça s'appelle les éperons, un cheval. Et donc, en fait, tout ce qui va se passer, c'est il va la prendre au mot, il va vraiment en faire un, enfin, il va pas en faire un, c'est un peu ce qui se passe dans le film, mais il va pas la transformer en animal, le cheval, non, pas du tout. Mais en tout cas, il va vraiment la monter telle quelle, comme si c'était un cheval, et il va vraiment la blesser à l'aide de, enfin, j'imagine une selle, des éperons et ouais, tout le matériel. Et en gros, ça se termine de manière tragique. Elle finit par retrouver son amant, qui lui demande de l'aider, le mec un peu baraqué du cirque, et ce dernier se fait tuer par l'homme atteint de nanisme à coup d'épée, quoi. Il se fait poignarder tel quel. D'accord. Et ça se termine comme ça, quoi. Donc du coup, on termine. Bon, j'ai pas lu l'histoire, mais j'imagine que c'est beaucoup plus cynique et beaucoup plus vraiment une histoire qui te fait frissonner, quoi, un truc d'horreur classique. C'est pour ça que je l'ai pas lu, mais je suppute que c'est du pulp pur, quoi, tu vois. Oui, on n'est pas loin de ce qu'on appelle les Penny Dreadful de l'époque. Oui, voilà, oui, c'est ce genre de truc, ouais, je pense. Je pense que c'est ça, en tout cas. Enfin, le terme Penny Dreadful, c'était encore un siècle avant, mais il me Un semble peu, qu'il y avait oui. il y avait un équivalent à peu près à cette époque-là, ouais, dans les années. Mais 80. dans l'esprit, voilà, des histoires qui te font frissonner et qui te mettent en scène des personnages bigger than life. Bien sûr, Enfin voilà, hors norme, mais donc là, ouais. donc là, pour le coup, dans cette histoire-là, le nanisme du personnage est finalement là un peu pour souligner une monstruosité réelle et aussi un complexe de Napoléon qui Oui, sans doute. fera que, Oui, effectivement, c'est voilà. peut-être le cas, oui. Ce qui n'est pas spécialement montré dans Pas du tout, dans l'adaptation. le film. Voilà. Juste vite fait pour revenir sur comment le film se lance en fait donc voilà je sais pas moi aussi j'ai lu cette histoire que Lon Chaney devait être dans le film, finalement ce n'est pas le cas, mais en gros c'est l'acteur Harry Hurst lui-même qui a poussé sachant que les droits de la nouvelle avaient été achetés par l'MGM, qui a poussé en mode ce film est très intéressant, je pourrais jouer le rôle titre, et vu qu'il s'entendait bien avec Todd Browning, il a fait en sorte que ça se fasse, quoi. Mais après le scénario a été énormément retouché et donc voilà, on a un film qui part du même postulat, mais qui finalement est beaucoup plus dans l'empathie avec les Freaks. Et c'est là, je pense, qu'on va un peu attaquer le cœur. Effectivement, ils ont engagé énormément, ils ont fait vraiment une petite chasse à l'homme à travers le pays. Oui, pour trouver plein de personnes, plein de Freaks justement par-ci par-là, pour réunir ce casting assez impressionnant. On le voit dès le début du film, si on peut commencer à en parler, c'est-à-dire que... Partons là-dessus, partons sur ce film, oui. J'allais dire que c'était un générique, mais en fait, ça m'a choqué parce que c'est à peine un générique, c'est vraiment juste un écran titre, tu vois, où tu as tu as quand même, on te dit que c'est une production réalisée par Todd Browning. Avec un et tu as, oui, effectivement, on a une main qui arrache le tissu, voilà. Mais tu vois, sur le poster, il y a toute la galerie de Freaks qui est dessinée. Et en fait, c'est grosso modo la profession de foi du film. C'est-à-dire, en gros, on va te présenter cette bande, en fait, dans ce cirque, cette bande de Freaks. Et ce sont des mains humaines et valides, finalement, qui vont essayer de déchirer cette cohésion. Ah, j'avais pas ça, mais effectivement, oui, c'est une très bonne analyse oui, effectivement. Et du coup, le postulat, il est balancé dès l'écran titre. Ah, mais c'est la marque des bons films, des grands films, j'ai envie de te dire. Moi, déjà, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat encore une fois là-dessus. Ce film, à l'époque, il est présenté, et encore aujourd'hui, il est réputé dans les mémoires des gens comme un film d'horreur, quoi, parce que c'était ce que faisait souvent Todd Browning, et c'est un peu le propos du film. Apparemment, le producteur de l'époque, donc le fameux Irving Thalberg, voilà, selon la légende, il aurait été horrifié quand il a eu le script sous les yeux en disant « Je vous ai demandé un film d'horreur et j'ai eu encore pire que ce que je voulais. » quoi. Et genre, ça le fait... Bref. Ouais, c'était au-delà de ses limites à lui, effectivement. C'est ça. Mais alors, moi, je trouve qu'il y a une incompréhension là-dessus. Parce que pour moi, ce n'est pas un film d'horreur à l'arrivée. C'est-à-dire que c'est... je sais pas comment on en parlait un peu avant l'enregistrement, mais évidemment, rétrospectivement, on a vu bien pire depuis, mais je pense que même dans le courant de l'époque, tu compares avec le fameux Dracula que Todd Browning a réalisé à peine un an avant, qui pour le coup est vraiment un film d'horreur, pour moi, c'est pas du tout le cas de Freaks.
Pour moi, Freaks, c'est une espèce de un assemblage de scènes de vie, un slice of life, les fans d'animé diront, des trucs de tranches de vie, quoi. Mais Avec ces presque un côté, personnages-là. oui, il y a quand même presque un côté cinéma vérité là-dedans. Faut savoir que c'est un film qui est lui-même difforme, qui est lui-même pas difforme de naissance, hein, il a une naissance Ah non. harmonieuse, mais qui a été mutilé, un peu comme un des personnages vers la fin du film. Un foreshadowing. Parce que c'est un film qui durait à la base 1h30, un peu plus d'1h30. Et MGM, après, et voyant le résultat, ils ont presque retiré, je pense, oui, presque 40 minutes de film. Et ils ont demandé, après, maintenant qu'on a tout saccagé, rajouter des séquences. Et Browning a rajouté une intro et une conclusion. Entre Alors, autres. je sais pas si c'est Browning lui-même qui a tourné, écrit cette séquence-là, mais... Honnêtement, j'ai tendance à penser qu'on lui a demandé de faire rajouter 2 scènes au début et à la fin sans vraiment lui. On ne peut que spéculer de toute façon. Hein. Oui. Sans qu'on lui ait vraiment dit exactement, très précisément ce qu'il devait faire. Et je pense qu'il a pu en profiter pour rajouter quelque chose d'un peu plus harmonieux, je trouve. Ah, ouais. Donc notamment, donc Au voilà. niveau de l'ouverture, Donc je suis on en est d'accord. à là, donc toute l'introduction, on voit justement un bonimenteur justement de sideshow, hein, ce qu'on appellera Voilà. un ringmaster en anglais, qui présente. Alors là, on est plus que le sideshow de cirque, on est plus sur le côté exposition scientifique, Le cabinet des cabinet de horreurs. curiosité, un peu à la pas du Petit Barnum, mais cette fois-ci, mais plus du Replays. Tu sais, de Replays Believe It or Not. La connaissance me fait défaut, je suis Il y avait, désolé. il y avait un gros intérêt là-dessus. Quand je disais qu'à l'époque des Freaks, les gens étaient intéressés par les Freaks, ils étaient intéressés par tout ce qui présentait des anomalies. Hein. Et donc, il y avait plein de musées comme Par ça. l'étrange, Il y avait ouais, effectivement par des musées humains dans ce genre-là, mais il y avait aussi des créatures empaillées, des objets rarissimes, etc. Et visiblement, dans l'introduction, c'est ce qu'on peut voir là, vu qu'on voit des épées, une collection d'épées, tout ça. C'est vrai. Et donc voilà, donc dans l'introduction, ce Ringmaster, il expose un petit peu comment ça fonctionne chez les Freaks. Même si effectivement c'est raconté de manière très sensationnelle, il y a quand même ce petit côté un peu positif où il leur dit voilà, ils sont comme ça, ils ont leurs lois, et donc la fameuse phrase si vous en offensez un, vous les offensez tous. Et oui. Et à un moment, il leur dit voilà, il ne diffère de vous que par un simple caprice de la génétique ou un truc comme ça. Donc il y a quand même cette volonté, et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être Todd Browning qui a lui-même insisté, enfin qui a lui-même un peu profité pour faire passer son message. Il y a ce côté, ils sont totalement comme vous, il y a juste eu un petit truc dans leur vie qui fait que ça a changé. À côté de ça, c'est des humains comme vous et moi. Je pense. Oui, c'est vrai que cette séquence d'ouverture, elle me choque pas non plus par rapport à le sens que le film veut véhiculer. C'est plus la fin, moi, qui me pose problème, mais bon, parce que la fin a été énormément cutée, on va en reparler. Parce que oui, c'est surtout un film qui apparemment a été très compliqué au niveau des séances tests, c'est-à-dire que ça a horrifié pas mal les spectateurs, et en gros, ils se sont dit non, mais on peut pas garder cette fin, voilà, et potentiellement d'autres trucs, parce que quand même 30 minutes, on se dit c'est quand même pas juste la fin qui faisait 30 minutes. Ouais. Bah, On c'est ça. peut que fantasmer une scène horrible. Sachant Donc, que je sais pas. si tu mets l'intro et la conclusion qui fait peut-être 5-6 minutes à tout casser, Ouais. et donc le film était passé, oui, et perdu plus de 30 minutes qui sont complètement coupées, plus ce qui a été remplacé, tu te dis, ouais, on est facilement sur une coupe quasiment de moitié du film qui a été coupé. Et donc ce qui est intéressant par rapport à ça, et là je ressors une dernière fois du film, hein, avant de replonger dans l'action, ce film-là, alors déjà, on le pensait définitivement perdu après la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est vrai, oui. Ah. Oui, parce que oui. On a pu miraculeusement le retrouver, mais par contre, la seule chose que l'on a, c'est cette version charcutée. Les scènes d'origine, la première version, est perdue à jamais. Les scènes qui ont été coupées par la MGM ont été probablement détruites, à mon avis, assez rapidement, et vraiment impossible de les retrouver. On est vraiment sur un cas de Lost Media, mais alors Lost Media dernière catégorie, à savoir qu'on est quasiment sûr que c'est vraiment introuvable, c'est fini. Et donc oui, donc pour revenir à cette introduction, donc ce Ringmaster, ce Monsieur Loyal entre guillemets, va ensuite attirer l'attention de la foule sur quelque chose, une monstruosité comme il la présente, Qu'on ne voit pas tout de qu'on ne suite. voit pas, mais qui provoque grande émotion parmi les spectateurs. Oui, une femme qui hurle quand elle voit et donc il explique que voilà, mais cette chose devant vous, et bien avant c'était une belle femme, et c'est comme ça qu'on a une transition vers
vers l'histoire principale, et tout de suite on cut sur Cléopâtra, donc la trapéziste. Donc tout de suite dès le départ, le film ne prend pas de gants et te dit tout de suite que c'est elle qui, à un moment, va devenir beaucoup moins belle vers la fin du film. Hein. Ça va mal se passer pour elle, ouais. Donc là, pour le coup, c'est spoilé dès le début. Hein. Du coup, c'est vrai que, maintenant que j'y pense, je me dis, ouais, il n'y aurait pas eu cette introduction, tu ne saurais pas exactement comment le film finit. Tout à fait. Mais ça change pas mal de choses en termes de dramaturgie. Donc Ouais. autant Todd Browning, bon, il rajoute un peu du message qu'il veut faire passer dans cette introduction, mais d'un autre côté, il tire un peu une balle dans le pied du scénario. Après, peut-être que ça aussi, on lui a demandé d'expliciter. C'est aussi peut-être la production qui lui a imposé, on va dire, d'expliciter Oui. la suite du Dans scénario. tous les cas, on sait que ça a été rajouté après, quoi. Ça faisait pas partie C'est ça. du tournage initial. Voilà. Si j'ai bien suivi. Donc ensuite, petit fondu qui nous fait passer justement à une représentation du cirque, et on voit tout de suite, dès le départ, avec jeu de regard, quelques phrases échangées, que tout de suite, voilà, il y a cette Cléopâtre qui est trapéziste dans ce cirque, et on a tout de suite Hans qui la regarde comme un ours regarde un pot de miel. Juste à côté de Hans. sa petite amie qui est juste à côté de lui pourtant. C'est ça, ouais. Il y a Hans et Frida, voilà, qui est Frida. donc. Alors, ce qui est très drôle, c'est que tu me l'as appris, mais c'est très très connu. C'est que du coup, voilà, ils faisaient partie de la même fratrie, la fameuse Doll Family. Ils étaient frères et sœurs, mais du coup, ils jouent des amoureux au cinéma. Bon, écoute, ce n'est que du cinéma après Et tout, puis mais ils sont pas extrêmement démonstratifs dans le film non plus. Hein, donc, non, c'est vrai, il y a pas, ça manque de gestes un peu tendres. On ne voit jamais même pas se toucher la main ou oui, oui. s'enlacer. Un petit peu à la toute fin, mais vraiment à la fin, quoi. Et moi, ce que je trouve aussi marrant, c'est que au tout début du film, quand il réfléchit posément, c'est l'une des rares fois, là, quand on voit Cléopâtra et un tout petit peu Hercule faire leur numéro sous le chapiteau, c'est quasiment les seuls moments du film où on voit des tours de C'est ça. cirque, des spectacles. En y pensant, moi, j'ai l'impression que c'est aussi complètement une volonté de mise en scène de la part de Todd Browning, c'est de ne pas, parce que les frics en eux-mêmes, on va pratiquement pas les voir, en fait, faire leur tour. Ou si peu, ou à peine, j'ai même pas souvenir, en fait. Mm. J'ai l'impression que c'est pas ça qui est intéressé. Ils voulaient vraiment mettre le focus sur leur vie de tous Oui, les oui. jours, en dehors des spectacles, quoi. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que je me dis que finalement, il y a quand même un petit peu de travail en termes de mise en scène. C'est que quand tu vois au départ, donc tu as effectivement quand même quelques petites séquences qui montrent le chapiteau avec le spectacle, mais dans les premiers plans, on voit quand Ouais. même Hans et Frida qui voient le spectacle de Cléopâtra depuis l'embrasure des rideaux. Et après, on voit les performeurs sortir du rideau. Donc il y a vraiment cette volonté de dire notre histoire, elle se passe ici, derrière le rideau. Ah oui, oui. Et on vous montre ce que vous ne voyez pas C'est ça, quand on vous vous allez montre aussi. l'arrière-cuisine, on vous montre L'en- l'envers du décor. Exact. Voilà. Là, Ah, je c'est me vrai. dis, il y a quand même, une possibilité, enfin une volonté de quand même raconter un peu quelque chose par l'image. Mais après, oui, là, c'est. Parce que moi, j'ai l'impression d'être un peu négatif sur le film. Mais voilà, encore une fois, c'est un film qui est très proprement réalisé. Et Todd Browning, c'est un type qui avait déjà une dizaine, quinzaine d'années pratiquement de cinéma muet essentiellement, mais une quinzaine de cinéma dans les pattes, quoi. Donc, il sait quand même poser sa caméra. Et d'ailleurs, on a des photos de tournage, je sais pas si tu as vu, on voit les machineries d'époque, c'est des Oui, grosses, très grosses. caméras. Et on voit quand même que, enfin, vu le nombre d'acteurs, notamment, je pense à une photo très connue sur la scène du banquet à la toute Oui, fin du oui, film, on voit la caméra pour pouvoir rapprochée. gérer alors déjà, toute la machinerie, machin, mais surtout pour pouvoir gérer autant d'acteurs dans un si petit décor, voilà, faut quand même avoir suffisamment grande épaule en tant que réalisateur. Donc voilà, Todd Browning était loin d'être un manchot, quoi, je Oui, trouve. oui. Puis même Juste comme un raté, quoi. et vers ce début du film, c'est comme voilà, là aussi on bosse beaucoup là-dessus. Il y a quand même beaucoup de chants contre chants, des jeux de regard qui te montrent assez facilement Oui. déjà les situations. Hans qui a ses regards vers Cléopâtra, la petite rivalité entre elle et Frida, etc. C'est très classique, On mais ça présente marche ça très de bien. manière, voilà, c'est posé de manière très harmonieuse. Ensuite, donc après ce passage-là qui montre la situation des personnages principaux, c'est là qu'on a un peu la première scène de vie. Et ça, c'est un des trucs qui m'a manqué dans le film. C'est que ça, c'est bien qu'on est là, mais on en a que trop peu. Des scènes en dehors C'est ça. du cirque. Là, on est en extérieur, on est dans un jardin privé, si j'ai bien compris, quoi. En France. Oui. Parce que ça se passe en France aussi, apparemment. Ah oui. Et il y a plein d'accents assez différents. Cléopâtre, donc il y a un accent russe. Hans, donc qui parle allemand. Il y a aussi beaucoup de personnages français également. C'est l'un des premiers contacts vraiment avec les frics en Ah tant que oui, tel, puis quand là on c'est a. là, c'est full frontal, toi. Et c'est ça qui est intéressant. Pas de musique Oui. flippante, inquiétante, pas un
un dévoilage progressif des frics. Oui, non. Vraiment, tout de suite, tu les vois et tac. Tu vois, alors majoritairement, quand même beaucoup d'acteurs, enfin beaucoup de frics assez jeunes, on va dire, qui sont en train de faire une ronde et tout ça. Il y a ce côté un peu, ouais, lutin de la forêt, un petit peuple, hein, tel qu'on les surnommait à l'époque, au milieu des bois, qui a ce petit Le cadre personnage, un peu idyllique. Madame Tetranelli, le personnage, dit ce sont ses enfants. Ce sont les enfants du cirque, tu vois. Donc oui, il y a un peu ça, complètement. Effectivement, même s'il y a quand même plusieurs adultes dans la scène. Hein, Dont des acteurs qui vont faire carrière après. Ah bah beaucoup de Certains. oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Bah justement, là, tout de suite, on voit quand même une bonne partie. On voit donc il y a trois acteurs microcéphales, donc ce qu'on appelait des pinheads Oui. dans le jargon du freak show. Donc c'était sur notre personne. Alors, peu de petite taille, bien moins qu'un nain, mais assez petit, avec justement un crâne conique et souvent un certain retard mental. En plus, on accentuait leur crâne conique avec souvent des coiffures qui étaient faites pour donner encore plus ce côté de crâne pointu. Une espèce de, oui, juste une mèche comme une queue de cheval, quoi, une tresse C'est ça. unique. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a trois acteurs comme ça. Donc il y avait deux sœurs, je sais pas si c'était jumelles, mais deux sœurs. Et le troisième qui était un homme, alors un garçon, parce que celui-ci avait un très gros retard mental. Et alors, est-ce que c'est encore plus progressiste? Mais bon, il a une robe. Et il est souvent considéré comme une fille Oui, par les autres membres de la troupe. Ce qui est ça assez c'est très intéressant. C'est intéressant. très Oui, intéressant, justement. Ouais. Ça montre déjà une acceptation, même encore un énorme progressisme là-dedans. Et une effectivement, non-binarité. c'est ça. Et effectivement, cet acteur-là, enfin ce Fricks Cette actrice, j'ai dans l'impression. le milieu du Oui, cool. dans le milieu du cirque, bah déjà il portait une robe parce que voilà, il était mentalement très très jeune et donc il était incontinent, donc c'était plus simple Ah, pour lui d'avoir une robe ou un truc comme ça. Et bah il aimait porter une robe tout simplement et les gens autour de lui s'habituaient à ça. elle était assez populaire. Alors c'est c'est un nom. Schitzler, ouais, en tout cas, je sais. Je sais pas de quelle origine c'est, mais ouais, elle a été assez populaire et apparemment, on a aussi les photos de tournage. Apparemment, elle appréciait énormément Todd Browning, quoi. On en a beaucoup. J'ai vu deux trois photos assez touchantes où tu la vois lui faire des câlins, tu vois. Et enfin, ouais. Oui, Ça j'ai dit c'est. le garçon, désolé, Bah, je sais pas. désolé si je mets genre, on ne sait pas, parce que J'ai l'impression. ce qu'on sait Bah, en tout cas, dans le. mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que dans le film, en tout cas, il est, enfin, Yel a une robe et les gens Hmm, à Yel comme, comme une jeune fille, comme une enfant de manière générale. Voilà. c'est ça. Hmm. Donc, ces trois acteurs-là, il y a l'homme sans jambes, du coup, que je trouve assez impressionnant. C'est, Oui, mais c'est vrai, c'est quand j'ai découvert le film, donc moi je l'ai découvert très tardivement, parce que tu l'avais déjà vu, c'est comme des images qui sont quand même saisissantes encore aujourd'hui, Ah parce qu'on oui, n'a mais bien pas sûr. l'habitude de voir ça. Déjà de base, on voit pas ça tous les jours, mais quand on se balade dans la rue, quand on va acheter sa baguette ou je sais pas quoi, tu vois. Mais même au cinéma, à travers un écran, enfin, aujourd'hui ça ne se fait plus du tout. Mm. Alors imaginez à l'époque le choc qu'ont dû avoir les spectateurs qui ont vu ça. Alors que ça ne devrait pas être choquant, évidemment, ce sont des gens qui ont ces difficultés à la naissance. Oui. Et en fait, je pense que là, on touche exactement ce qui a choqué le plus le public de l'époque, quoi. Mais c'est vraiment Et ce genre de puis vision, comme quoi. dit, il n'y a rien qui t'y prépare. C'est vraiment, plan d'après, bam, il y a ce groupe de C'est personnes rare. et full frontal. Hein, C'est presque naturaliste dans l'approche, quoi. C'est-à-dire, oui, on va pas jouer sur comme tu dis, il n'y a pas de révélation ou quoi que ce soit. C'est comme ça, et puis c'est Et comme ça. à noter parmi les personnages de cette scène également, Angelo Rossito dans le rôle du nain Angelino, qui est, justement, ça nous permet de raccrocher les wagons avec les épisodes précédents. Oui. Il est énormément drôle, il a plus d'une centaine de rôles ce mec-là. Et là, Apparemment, c'est l'un des mecs qui a créé l'un des premiers syndicats pour acteurs ah, nains, apparemment. super intéressant. Ouais. Et entre autres, l'un de ses derniers rôles, c'était Master dans Mad Max 3. Et le Master Blaster. Le Master Blaster, là Ah, aussi. le. D'ailleurs, il était quasiment aveugle à ce moment-là de sa vie. Hein, c'était vraiment Ah oui. dans ses dernières années. Hein, mais enfin, ça a été peut-être l'un de ses rôles préférés, celui-ci. Ah. Sur Mad Max, Ouais, ouais, ouais. d'accord. Mais ouais, c'est quand tu dis, enfin, il était très très jeune à l'époque de Frix, quoi. Il devait avoir à peine 20 ans, un truc comme ça. Même s'il a l'air de faire plus âgé, enfin, au niveau du physique, au niveau du visage, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Mais ouais, il a vraiment une carrière assez longue dans le cinéma, mais c'est l'un des rares, en fait, Frix, qui a vraiment fait carrière là-dedans, quoi. Et comment on appelle ça? L'autre acteur là, dont on parlait avec lui, celui qui, Alan Alda. Oui, comment tu dis?
Alf Boy, c'est comme ça qu'il celui qui, oui, c'est Ouais. son rôle, oui. Apparemment aussi, c'était déjà quelqu'un qui était assez connu avant ce film-là, et même encore après, il a joué dans plusieurs films adaptés de Tarzan. Et il a aussi écrit à la fin de sa vie, dans les années 90, il a aussi vécu assez longtemps, une autobiographie qui s'est extrêmement bien vendue, quoi. Lui aussi, c'est l'un des rares qui a été connu et respecté en tant que tel, quoi. Ouais, d'accord. Dans Tarzan, apparemment, il jouait un homme oiseau. Tu dis, ouais, c'est trop Ah oui, bizarre. Donc d'accord. on voyait pas son visage, quoi. Il y avait tout un maquillage dessus. Mm. Mais voilà, il était dedans, quoi. Ah oui, Dans plusieurs films de et donc, ce qui est intéressant avec cette scène-là, c'est que ben, là aussi, Browning montre un peu son postulat parce que on va dire, ce petit cadre est un peu bouleversé par, alors visiblement, le bourgeois qui possède cette terre, Ah oui, visiblement, oui, oui. qui a été averti par un de ses serfs, on va dire, qui l'a averti de la présence de ces personnages sur les terres. Et bah, finalement, on va les convaincre de partir et assez facilement en soi. C'est là que c'est assez intéressant finalement, c'est que là où on imagine vraiment une grosse opposition, le propriétaire, on va dire, du terrain comprend, on va dire, l'empathie que Oui. lui démontre Madame Tetraline, donc la gardienne la tutrice, on va dire, des enfants. D'ailleurs, oui, moi j'ai un problème de compréhension. Ah, pardon, t'avais peut-être pas fini sur ce que tu disais. Et là aussi, encore une fois, par rapport à la différence, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui dit aux enfants, donc, enfin aux personnes donc aux frics, c'est elle qui dit aux frics, bah, je vous avais dit de ne pas avoir peur d'eux. Donc Ah, c'est elle qui leur dit, il faut pas avoir peur des gens, des gens sans difformité. D'ailleurs, on voit, enfin, même si elle n'est pas spécialement un fric, on voit par contre, l'actrice est extrêmement grande. Même c'est vrai. Ah oui. plus que beaucoup d'acteurs masculins, donc Alors, c'est fait aussi quand même pour faire un petit, comment dire, un gros contraste. Surtout elle est quand, plus proche d'eux, finalement. c'est ça. Oui, oui, voilà, il y a quand même un petit côté une certaine connivence, au moins, on va dire, au niveau physique. Ah, c'est Voilà. bien vu. Donc après cette première introduction aux frics, bah, on a un peu, enfin, on a un peu l'autre côté de la pièce, hein, l'interaction de ces frics avec les gens normaux, entre guillemets, hein, avec Voilà, oui. les deux frères trous de balle, là, qui se foutent de la Trigger gueule warning. qui se foutent de la gueule Ouais. de chaque fric qui passe, y compris de Ah, voilà, oui. Joséphine Joseph. Joséphine Joseph, donc qui est un fric dans le jeu qui est intersexe, entre guillemets. Ouais, c'est ce que j'ai lu aussi, ouais. Alors, Donc ce serait ouais, niveau génital, quoi. Ce serait c'est ça, entre ouais. les deux, Donc, quoi. Niveau l'actrice, biologique. oui, enfin, l'actrice qui joue ce rôle-là, à la base, il me semble que bah, elle était hermaphrodite, il me semble. Hmm. Et à cette époque-là, dans les freak shows, donc c'est clairement pas une difformité qui est ultra visible. Et souvent, Ah, donc, les personnes jouaient là-dessus en ayant ouais. vraiment ce côté maquillage demi-demi, avec une partie du corps maquillée en homme, une bonne partie du corps maquillée en femme. Double face. Ouais, En vraiment Batman. double face. Mais c'était pas une difformité qui était extrêmement visible, en tout cas. Hmm. Et puis Oui, voilà, j'exagérais. j'imagine qu'à l'époque où on savait pas du tout comment ça fonctionnait, il y avait un peu cette espèce de mythologie même au niveau du cerveau, c'est à moitié homme, à moitié femme, d'où l'espèce de gag que va faire le clown vis-à-vis d'Hercule, où il dit, en parlant du même personnage, elle dit, je crois je crois qu'elle t'aime bien, mais lui par contre ne t'aime pas du tout. Donc, après, ça montre un peu la vision qu'il y avait à cette époque-là où il savait pas du tout comment ça fonctionnait, hein. Oui, enfin, tu sais, aujourd'hui, quand on voit certains plateaux de télé. Et on ne sait pas non plus comment ça fonctionne aujourd'hui, effectivement, bien sûr, ouais, ça c'est Bref, clair. c'est un autre sujet. Ça fait écho à pas mal de choses. Réfléchir. Et oui, en fait, j'avais oublié ça. En plus, c'est Oui, le clown. et juste à On côté, croit qu'on on comprend qu'il enlève une tenue. En fait, il a fait un tour de travestissement, comment on appelle ça, du transformiste, quoi. oui, Il oui, s'est passé pour une c'est ça. femme. Donc c'est Et marrant. c'est tout le côté, Il drague. c'est tout le côté, hein, enfin, après c'est tout le côté aussi un peu hypocrite, parce qu'en plus, et Hum. visiblement, tous ces gens-là, ils font partie un peu des connards du cirque, mais eux-mêmes, Ah, lui, ça va, lui, ça va eux-mêmes, ils se encore. travestissent, mais ils vont dire, bah ouais, mais nous, c'est pas pareil. Hum. Oui, c'est finalement un peu comme la blackface, tu vois. C'était genre, on exagère un truc, mais c'est juste dans le, quand on fait pardon, je manie peut-être des concepts que je maîtrise très mal, et vous avez raison. Mais voilà, par exemple, quand on faisait les spectacles de blackface, finalement, voilà, un acteur avait cette apparence-là de
il se faisait passer pour un noir, mais c'était juste dans le cadre du spectacle. C'est-à-dire après, quand ils sortaient, ils étaient maquillés, puis voilà. Alors qu'un flic n'avait pas cette possibilité. En fait, quand il sortait du chapiteau, bah, il avait toujours sa difformité physique et il fallait qu'il vive avec. Donc Encore c'est une peut-être fois, là ouais, aussi que c'est. question de privilège, tout ça. Donc voilà, ces personnages qui se travestissent, c'est peut-être ça aussi, tu vois. Il est conscient, évidemment, que c'est que dans le cadre du spectacle, et qu'il n'a pas à être considéré comme un fric, qu'en dehors du spectacle, il n'a. Même si, en vrai, celui-ci, il est un peu particulier, parce qu'il est pas si désagréable que ça. Il va se fiancer avec l'une des deux siamoises. C'est un peu un beauf, mais dans le sens il est Et ultra jaloux, ultra possessif, mais après il a un le scénario le montre vraiment comme un gros benet, Oui, voilà, c'est ça. ce qui fait, on va dire, apaise un peu ses problèmes. Oui, je Contrairement pense aux pas autres qu'ils. personnages humains, donc à savoir le duo Cléopatra et Hercule. Et eux, par contre, sont des Hercule qui est pourritures. vraiment montré comme un salopard fini, hein, qui parle mal à sa copine, donc Vénus, hein, qui va le quitter. Ah, voilà. Tu disais les feux de l'amour, justement, C'est c'est ça. ça. Ça commence comme ça. Donc ça va tout de suite partir là-dessus, il y aura une séparation entre les deux, et au fur et à mesure du film, elle se rapprocha beaucoup plus d'un autre clown du cirque, donc Phrosos. Et donc ces deux personnages-là, donc Vénus et Phrosos, sont plus ou moins, entre dire, les sympathiques humains du film, vu que c'est ceux qui sont plus souvent montrés en train d'interagir avec les frics. Oui, bah, on voit Vénus après là qui parle avec Freda Mhm. quand elle est en train d'étendre son linge et qu'elle parle justement le fait qu'elle sent le complot venir avec l'histoire d'amour arrangée Mhm. Cléopatra qui veut récupérer la fortune de Hans. Voilà, elle se confie juste avec elle se confie à Vénus quoi. Vénus et donc Frozo le clown sont entre guillemets, je mets des gros guillemets pour voilà, ne prenez pas ça mal, mais ils sont considérés comme valides, et ils le Oui, sont. Mais par contre, ils interagissent avec tous les autres frics de la troupe. Et ils n'ont pas de regard hautain, quoi. oui, oui, c'est vraiment d'égal à égal. Ouais. C'est les seuls qui sont vraiment dans l'empathie. Et la fameuse Matrinelli, enfin Tétranillo. la gardienne. Mhm. Voilà, c'est vraiment les seuls personnages qui font preuve d'empathie avec les frics, quoi, qui les considèrent comme des humains et qui sont du coup en opposition complète avec Ah Cléopatra ouais. et Hercule. Oui, aujourd'hui, on pourrait presque parler d'alliés à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a aussi voilà, un autre fric qui est introduit, donc c'est les sœurs siamoises, du coup, Mmh. avec Elle aussi, elle un a grave, côté oui, alors aussi, ils ont une histoire assez incroyable, enfin assez triste aussi. Hein. Si on parle vraiment des vraies actrices, hein, à la base, elles étaient sous la tutelle de leur père qui abusait physiquement et sexuellement d'elles, hein, très Mmh. sympathique. Et entre autres, elles avaient pu être arrachées au contrôle de leur père par Harry Houdini en personne, Et oui, forcément. qui les avait pris sous son aile, et voilà. Ça, c'est vraiment une Il se le rappelle. histoire, c'est vraiment une histoire à côté, c'est vraiment une histoire annexe dans le film. Mais le film est plein de choses comme ça, il y a plein de petites histoires annexes de scènes de vie. Et entre autres, on aura cette sous-histoire de les sœurs siamoises dont l'une est mariée avec un des clowns. Oui. Et Et donc, bah oui, et quoi qu'il arrive, la sœur est là aussi, qu'elles sont siamoises. Et à côté de ça, ça va se compliquer un petit peu. Une histoire qui ne sera pas du tout résolue, mais l'autre sœur qui est célibataire va finir elle aussi par se trouver un mec vers les trois quarts du film. oui, donc celui qu'on suppose apparemment, Être le tu disais au directeur début. du cirque. Ouais. Ces scènes-là sont surtout là pour faire des petites blagues là-dessus, même si ça montre Oui, aussi des situations oui, cocasses et rarissimes, on va dire. mais là, oui, là, avec ces scènes-là, on est vraiment dans de l'humour de situation, quoi. On n'est pas dans de la moquerie Mhm. ou quoi que ce soit. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Ouais. D'ailleurs, oui, sachant que d'ailleurs dans le film, on peut voir lorsque l'une des sœurs donc embrasse son nouveau fiancé, l'autre semble ressentir du plaisir également, ce qui n'était pas possible dans la vraie vie. Hein. Oui, c'est Ces curieux, sœurs oui, étaient effectivement. reliées par les hanches, donc il n'y avait pas vraiment Oui, c'est ça, au niveau du bassin, ouais, au niveau voilà, du un peu bassin, précis. il n'y avait pas du tout de connexion nerveuse qui se faisait. Ce sont bien deux personnes différentes. Voilà. Par contre, effectivement, oui, ça pouvait être compliqué, effectivement, durant les séances intimes, hein, bien sûr. Hein. Et là, a priori, ça a fonctionné, on va dire, dans leur vie, parce que notamment Houdini leur avait appris des techniques d'auto-hypnose, on va dire, pour pouvoir un peu s'isoler Ouais. mentalement
quand l'une des deux sœurs était avec un mec. Ah oui, ah, c'est vraiment pas banal, d'accord. Ah oui, bah, c'est là que tu dis, c'est toute une organisation quand tu... Mais après, voilà, comme on dit, le côté scène de vie, toutes ces scènes-là, elles sont là pour ça, histoire de te montrer comment ces personnes vivent une vie totalement normale, à leur niveau, à leur façon, et ils font avec. Et bon, voilà, en parallèle de ça, donc l'histoire continue, hein, on voit que Hercule, après avoir largué Vénus, va direct voir Cléopâtre. On sait pas vraiment s'il y a une temporalité très étendue, ou si ça se fait vraiment sur quelques jours, cette première partie. Oui, alors, on soupçonnait peut-être potentiellement dans les coupes du film, il y a eu des trucs qui Oui, ont c'est disparu possible, ouais, assez. ça peut On être des sait trucs pas, qu'on hein. tirait, effectivement. Mais c'est vrai que ça a l'air rapide. Mais ça l'est sans doute, hein. Ouais. Donc oui, voilà. Donc tout de suite, voilà, on t'a présenté un peu les connards de service que seront Cléopâtre et Et c'est Hercule, hein, vraiment Hercule, qui j'avais zappé. qui Oui. sont parfaits physiquement. Beauté féminine du côté de Cléopâtre, évidemment force physique du côté d'Hercule. Mais voilà, on te montre tout de suite que leur perfection n'est bien que physique. Hein, parce que juste après, d'ailleurs, voilà, hein, encore une fois, séquence de transphobie avant l'heure, Hercule va casuellement frapper. J'ai plus son nom, Joséphine Joseph. C'est ça, oui. Parce que, parce que, Le parce, milliard parce de que femmes, là, Yel voilà. était dans le passage. Voilà, c'est ça. Ils ont l'air d'être plus humains que les autres, mais finalement, ils ont le comportement le plus monstrueux, quoi. Voilà, c'est Voilà. c'est l'histoire classique, quoi. Action violente qui fait beaucoup marrer Cléopâtre d'ailleurs. Le scénario continuant, bah, on a toujours ces interactions avec toujours donc Hans qui s'éloigne de plus en plus de Frida. C'est là aussi où toute la cuisine est exposée. Hein. On rencontre l'héritage que va avoir Hans et voilà les grands plans sont exposés à ce moment-là. Une autre séquence assez importante, c'est une naissance dans le cirque. Là aussi, ça permet aussi de faire un gros tableau général avec une bonne partie des frics qui sont réunis au même endroit. Ça m'impressionne parce c'est un espace très serré, il y a plein de personnages, et moi je trouve pas ça oppressant ou quoi. Enfin, c'est vraiment très bien Oui, composé. Enfin, je sais pas, c'est. exactement. Et toi, tu disais, c'est C'est- presque pour toi pictural, c'est oui, il y a un côté assez pictural. C'est pour ça que je me dis, je trouve ça très un étrange, tableau. encore une fois, que des gens n'ont vu que de l'horreur là-dedans. Parce que même Il y a l'éclairage, rien. qui est avec Oui, une lumière un peu plus concentrée justement sur le milieu, donc qui est donc la femme à barbe qui vient de donner naissance donc dans son lit, et donc tous les autres frics qui sont réunis autour d'elle, avec bienveillance. On a même, ouais, c'est très ouais, on a chaleureux. même justement le demi-garçon qui marche sur ses mains et qui est perché sur les rebords du lit comme une espèce de fée marraine penchée sur le berceau de l'enfant, même si là on dirait plus un oiseau accroché au lit. Et je dis pas ça méchamment, c'est vraiment juste par rapport oui, à la Oui, manière il est dont pas la personne se déplace. Et surtout qu'au milieu, on a Frozos, donc le clown sans difformité, qui C'est le rejoint seul qui est intéressé d'ailleurs par l'information, quoi, Mhm. quelque part. Les autres valides du cirque ne vont pas du tout au berceau Oui, à la naissance, quoi, oui, tu vois. oui, mais veulent bien profiter de ce que les frics ont à offrir. Entre Oui, à guillemets, savoir les voilà. cigares Parce que que là, le justement, père offre. le père de l'enfant qui distribue des cigares à tout le monde, et dès qu'il a le dos tourné, il commence déjà à se foutre de sa gueule. Entre autres, la petite discussion avec justement le prince Randian, donc, qui était un performeur, enfin un frix sans bras et sans jambes, qui pouvait Il est né faire, comme ça, qui était né comme c'est ça. impressionnant. C'est impressionnant parce qu'apparemment, alors comme on le voit dans le film, il le faisait vraiment, hein, il pouvait allumer lui-même ses propres cigarettes, Mhm. mais apparemment il était aussi capable enfin il jouait de la musique, voilà, il faisait même de la charpenterie apparemment. Oui, oui, il aurait Ça, fabriqué sa maison lui-même. Enfin, c'est assez dingue. c'est Et là, c'est ouais, c'est le côté limite performance de cirque, parce que c'est vraiment, tu sais, t'as une scène de discussion, et en même temps, il fait littéralement sûrement un tour qu'il faisait Hmm. au cirque, quoi. Même si c'est quelque chose qui devait faire au quotidien, quoi, Mm. en dehors d'un spectacle, tu vois ce que je veux dire, Et c'est. la caméra met l'emphase là-dessus Oui, c'est vrai, c'est vrai. voilà, tout le film. Encore une fois, il n'y a pas énorme, comme dit, il y a pas, même si on le décortique, il y a pas énormément de choses à dire. Tout le reste, il y a beaucoup de discussions qu'on a déjà dit. Là, en même temps que je vous parle, je suis en train d'avancer dans le film. Mais là, pareil, là, comme dit, C'est étrange, hein. le ménage à quatre, justement, entre les sœurs siamoises et leurs deux fiancés, qui, C'est un, ouais. qui conclut, entre guillemets, le petit gag amorcé dans les scènes précédentes. Après, moment charnière quand même après, c'est que
Hans rejette Frida en bonne et due forme. Donc du coup c'est là qu'on a la fameuse phrase où elle lui dit moi je te vois comme un homme et elle te voit comme quelque chose dont on peut se moquer. Bon, là où le scénario est quand même un petit peu maladroit parce que vraiment le personnage de Cléopâtra n'est absolument pas secret sur ses intentions, hein, quasiment pas. Hein. C'est extrêmement évident, peut-être bien trop évident. Oui, il y a des dialogues qui sont pas forcément nécessaires, quoi. En tant que spectateur, on a tout à fait compris les enjeux. Là aussi, en termes de show don't tell, le film en dit peut-être beaucoup trop. Il y a un côté presque une pièce de théâtre. Oui, clairement. Avec, alors, c'est bien mieux filmé que La Petite Boutique des Horreurs, donc que fera Corman presque 30 ans après. En sens, on a beaucoup plus de champ contre champ, la caméra se déplace beaucoup plus, et c'est pas juste du gauche, droite, comme le fait Ça a été Corman. tourné dans d'autres conditions, quoi. C'est pas un film qui a été tourné avec 3 caméras en même temps en 2 jours, quoi. Voilà. Mais par contre, ouais, c'est vrai que c'est trop verbeux pour dire pas grand-chose. Et pourtant, ils ont coupé une 30 minutes de film. Oui, voilà. Alors, à ce moment-là, À imaginer. on peut tout imaginer. Alors, est-ce que le reste du film, c'était tout aussi verbeux? Peut-être pas, comme on va le voir plus tard. Eh oui, on sait jamais. Les théories les plus folles sont possibles. Mais donc oui, c'est là que Cléopâtra et Hercule décident de passer à la vitesse supérieure et de carrément Empoisonné. pour dire un empoisonnement progressif hein, chez Hans. La scène pivot. La scène pivot du film, donc la scène du repas. La seule scène qui est annoncée par un carton, j'ai pas compris pourquoi. Oui, ça c'est assez apparemment, bizarre. on peut dire que c'est la scène importante, quoi. Attention, Ça, regardez bien ce qui se passe. C'est money shot. Attention, c'est le money shot. Là, tous les acteurs du film sont réunis sur la même scène. Oui, hein. Tous les acteurs oui, absolument. Tous les frics sont sur le même plan. Il y a au moins une vingtaine, trentaine d'acteurs, quoi. Enfin, donc là, enfin, basiquement, on voit à peu près que le mariage est passé et que là, c'est le petit banquet après. Et ne sont à table que les entre guillemets donc les frics, les alliés entre guillemets, et ceux qui rejoignent en gros la famille par alliance. Donc il y a le clown, donc le mari d'une des sorcières-moises, et a priori donc Cléopâtre et Hercule vont être accueillis dans cette famille. Ah oui, c'est ça, il y a comment on appelle ça? Une cérémonie, j'ai envie de te dire. Ils vont boire dans la même coupe, la fameuse chanson là où. Ça, donc on va avoir le One of Us, Goebbels, One of Us. Donc là, c'est peut-être. J'ai découvert que ça a été repris dans d'autres films, ça a tellement marqué les gens. Ah oui, mais moi je pense que dans le Martin Scorsese, là, Loup de Wall Street, il y a un moment, ce truc-là est évoqué. Il y a une chanson, je crois aussi, je sais plus quel groupe c'était. Je vais dire une connerie. Les Ramones, je sais plus, non. C'est possible. Enfin bref, c'est. T'as aussi, donc ça, c'est une scène qui a beaucoup marqué la pop culture. Et donc, toujours est-il que donc, le gros point culminant de cette scène de banquet, c'est déjà Hans qui, le soir même de son mariage, se fait copieusement roaster par Cléopâtre. Là aussi, ce coup de l'alcool. Scène que je trouve assez. Les masques tombent. Scène assez peu finaude, je trouve, malheureusement. Mais c'est peut-être ce qui reste, on va dire, du scénario principal, donc de la nouvelle dont est inspiré le film. Et donc le deuxième point pivot de cette scène, c'est justement la coupe que tous les frics s'échangent entre eux. Donc c'est cette coupe qui représente leur famille, le partage qu'il y a entre eux, et que Cléopâtre va refuser. Ah oui, elle ne veut pas être associée à ce qu'elle appelle là les freaky, slimy, je sais plus ce que c'est. Il y a toute une insulte composée là-dedans. Elle veut pas faire partie de la famille de ces artistes de cirque, quoi. Voilà. Là, on est dans trigger warning, validisme complet. C'est le gros moment, c'est le gros moment validiste. Et donc scène pivot parce que c'est là où il y a la grosse scission qui sera faite avec les frics qui vont bien comprendre que c'est carrément une ennemie. Et c'est là qu'on va avoir, et c'est à partir de cette scène-là qu'on va avoir un assez grand changement dans le comportement des autres personnages, enfin des personnages de frics, qui vont pour le coup là beaucoup plus basculer vers l'horreur véritable finalement, et plus la figure de monstre. Comment le film avait été vendu à l'époque, savoir de la tension horrifique,
qu'on pourrait associer à oui, des scènes de suspense, de thriller presque. Voilà, c'est vraiment les 5 dernières minutes du film, quoi. C'est ça. Et vraiment dramatique Là, tu à vois, fond. là, il C'est-à-dire, reste un quart d'heure au film à ce moment-là. Donc là, basiquement, bon, avec tout l'échange qu'il y a eu, Hans a bien compris que Cléopâtre n'est là que pour l'argent. Et il menace plus ou moins de divorce. Et bon, c'est là que le poison commence à faire effet et qu'il tombe gravement malade. mais tu vois, là, je trouve aussi qu'en termes de rythme, c'est un peu longué, tu vois. Alors que pourtant, on a eu des coupes. C'est-à-dire, on comprend grosso modo vers où on va, et pourtant, on fait quand même durer les scènes un Mhm. peu plus que nécessaire, à mon avis. Et donc, à partir de ce moment-là, donc dans plus ou moins cette dernière partie de film, c'est là où les frics vont plus avoir ce comportement un peu plus prédateur, où lorsqu'on les voit, ce sera surtout avec un éclairage beaucoup plus sombre, où ils sont cachés sous les roulottes et qui observent les moindres faits et gestes des Ouais. antagonistes. Il y a donc là, à côté de ça, on aura aussi donc le duo Vénus et Phrosos qui eux aussi ont appris les supercheries et vont confronter notamment Hercule. On arrive vers la fin, donc à la séquence finale. Donc on se rend compte que alors que Hans est alité, Cléopâtre continue de l'empoisonner petit à petit en mélangeant le poison à la médecine qui est censée prendre Hans. Mais là, what a Hans, twist! What a twist! il ne le prend pas. Voilà. On se rend compte que Hans a été averti du complot et fait semblant de prendre le médicament. Là, ça va être beaucoup plus sujet à débat sur la fin, puisque donc Cléopâtre aura la surprise de voir Hans se tenir debout et bien portant, Eh ben, il qui ne prend va pas le poison. c'est ça, qui va en compagnie d'autres Frix, donc que des Frix atteints de nanisme à ce moment-là. Ah non, il y a aussi le Half-Boy qui a un pistolet, qui vont la menacer pour Hein. obtenir la bouteille de poison, visiblement pour avoir peut-être des preuves pour un jugement, mais c'est là que Ils sont quand même c'est... plus menaçants, quoi. Ils ont des armes mortelles Oui, entre les mains. Enfin, voilà, c'est pas rassurant, quoi. Tu puis, serais à la place de voilà, Cléopâtra, tu puis, dirais, puis il y a oula. ce moment où Hans alité, donc finalement prend maintenant un peu l'attitude d'un maître organisé, d'un master planner qui va basiquement donner Ah oui, l'ordre aux autres frics que c'est ce soir qu'on exécute l'ordre 66 quoi. Donc là oui, on arrive sur cette ambiance vraiment de film d'horreur avec la nuit qui tombe, il y a même des éclairs, il y a de l'orage, on filme donc le half-boy qui marche sur les mains sous les roulottes en se traînant en dessous qui rejoint l'autre groupe, le reste des frics qui sont tapis dans l'ombre comme une meute. Et pour moi, tout ça, là commencent les plus beaux plans du film, où là on est Et vraiment dans le film là c'est d'horreur, canon. c'est-à-dire c'est éclairé de manière presque du cinéma expressionniste allemand, tu vois, c'est-à-dire il y a du noir et du blanc magnifique, et c'est dramatique, ça se passe sous un orage. C'est un peu les séquences avec les gitans dans The Wolfman aussi. Hein. Il y a ce côté, ouais. C'est là qu'on a le côté un peu carnise horrifique. Avec ouais, les roulottes qui avancent dans la nuit, les éclairs autour. Non, là, on retrouve vraiment, là, pour le coup, les codes de l'horreur sont vraiment là. Là, ils sont posés. Malheureusement, c'est dans les 5 dernières minutes à ce moment-là. Mais le truc, alors c'est des scènes qui sont horrifiques, mais en gros, on n'est pas forcément, enfin, on n'est même pas du tout censé s'identifier à Cléopâtre et Hercule, parce qu'on sait que ce sont des mauvais personnages. Tu vois, c'est là aussi où ça prend un revers de spectateur. C'est-à-dire, on est quand même censé être avec les frics. On est Oui. censé être pour eux, quoi, pour qu'ils se vengent, pour qu'ils, Après, cela dit, aussi terribles soient-ils. Après, cela dit, en parallèle, outre les frics qui s'apprêtent à faire leur coup, t'as quand même aussi Hercule qui lui aussi se prépare à sortir de la roulotte et visiblement à les buter Vénus. Oui, bien sûr, bah oui, Les deux préparatifs là sont montrés en parallèle. Donc il y a quand même aussi l'horreur que vont faire les personnes valides. ouais, c'est vrai, non, tout à fait. Même si après, C'est voilà, bien de, effectivement, je te rejoins là-dessus, ce côté horrifique est quand même majoritairement tourné du côté des frics. oui, c'est eux qui sont filmés, ces personnages-là qui sont filmés de manière terrifiante, quoi. À côté de ça, toute l'opposition donc entre Phrosos et Hercule et tout ça, avec Vénus, là on est plus du côté un peu thriller, un peu Hitchcockien justement, où, C'est avec vrai. donc la tension où Phrosos donc, est averti par Frida, il va sortir de la roulotte pour essayer de rejoindre Vénus avant qu'il soit trop tard. Et là on est plus un peu oui, sur un dernier acte d'un thriller. On a enfin, c'est filmé, je sais pas comment ça devait être sur des plateaux
pendant le tournage des plateaux qui devaient bouger, je Ah, ne pour sais pas, faire parce que, l'intérieur des enfin, roulottes. ouais, moi, je trouve ça toujours assez fascinant comme effet. Surtout qu'en plus c'est très petit, quoi. Là, pour le coup, on ressent le côté un peu, on est enfermé, tu vois. Faut pas être claustrophobe. Je trouve que ça marche assez bien. Quant à la séquence surtout de lutte entre Hercule et Oui. Frozo, quoi. Mais c'est trop court, tu vois. J'aurais aimé enfin après, c'est pas ce que le film voulait faire vraisemblablement, mais le film a été vendu à l'époque comme vraiment ce genre de tension. Et en fait, tu ne l'as que pendant une poignée de minutes à la fin, quoi. Donc là, on a quand même une séquence horrifique du côté des personnages humains, puisqu'on a ce plan d'Hercule qui défonce à main nue le côté de la roulotte pour rentrer dans le wagon de Vénus. Donc là, on arrive un peu plus dans les archétypes de monstres à la Universal, genre créature de Frankenstein, ces trucs-là. Ces personnages-là, en fait, ouais, c'est Vénus qui subit l'horreur finalement. C'est C'est ça. quelque part. C'est elle qui joue Et le rôle de la blonde qui va se faire enlever par le monstre, mais sauf que non, parce que c'est les Fricks qui vont les sauver alors que Frozos, lui, ne fait absolument pas le poids contre Hercule. Hmm. On a un accident à côté, donc le seul accéléré du film où justement on a. Bah, ça c'était Oui, c'est vrai. c'était un peu les méthodes un peu, ouais, on va dire un peu cheap, on va dire. Parce que si on regarde avec notre vision actuelle, où on accélérait une séquence pour donner un effet de vitesse, hein, ce qu'a fait. Allez, on raccroche les wagons. Ce qu'a fait Miller sur le premier Mad Max, mais de manière beaucoup plus fluide. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque, à cette époque-là, dans les années 20, les années 30, quoi. Et donc tout ça se conclut par Hercule qui, aux prises avec, alors qu'il est sur le point de tuer Frozos, va se faire poignarder par un des Fricks. Et en parallèle, Cléopâtre qui fuit dans la forêt en pleine nuit, poursuivi par tout le reste du groupe. Alors la très belle scène où on a l'intégralité du groupe de Fricks qui rampe sous les roulettes, tous armés, avec un très bel éclairage. Hein. Le Fricks qui lance le couteau, et je trouve qu'il est incroyable. Oui, Quand tu vois le Fricks voilà, avec la caméra qui est entre les deux roues. encadré entre deux roues, voilà. Je trouve que c'est le plus beau plan du film, quoi. Je pense que la caméra est droite, mais comme la roulotte est renversée, donc elle est en biais, ça donne ce côté de. Comme si la caméra était inclinée. Mais Oui, c'est un plan de à nuit. l'inverse, c'est le décor qui est incliné. Tout à fait. Non, avec l'effet de pluie, enfin, tout est très très bien. Ça vend tellement du rêve. Mais encore une fois, voilà, je me répète, mais le film ne voulait pas forcément partir là-dedans. Ou peut-être que si, justement, peut-être que c'était une espèce de montée de tension jusqu'à l'explosion finale. Et finalement, on l'a pas vraiment parce qu'elle est coupée en plein milieu de là où ça devient vraiment violent. Ça. Et ça, les seuls plans qu'on sait de sources sûres qu'ils ont été coupés, c'est alors le fait que donc Cléopâtra est poursuivie dans les bois. C'est là que ça se coupe, en fait, dans la version qu'on a. Mais la première version qui a été diffusée avant les coupes, c'est qu'un éclair s'abattait sur un arbre, l'arbre tombait sur ses pieds, donc elle était complètement immobilisée, et tous les Fricks ensuite l'entouraient. Voilà. Et alors du coup, est-ce que cette version est encore trouvable ailleurs? Tu m'as dit en voyant le film que tu étais persuadé d'avoir vu ces images. Est-ce que tu as vu une autre version que celle qu'on a vue Mais après, la mémoire peut vraiment s'influencer avec le temps. Moi, je suis quasiment sûr d'avoir au moins vu l'arbre lui tomber dessus, mais c'est tout. En tout cas, s'il y a un petit fragment qui reste, s'il y a une version qui diffère, c'est juste, à mon avis, une séquence où on voit l'arbre tomber. Mais c'est tout. À ce moment-là, donc le film, la version que nous avons à l'heure actuelle, coupe assez brutalement, et on a donc on revient à l'introduction donc avec ce ringmaster qui présentait à ses invités, aux visiteurs, une chose extrêmement monstrueuse qui était à l'époque une belle femme. Et donc il dit, on ne sait pas exactement comment elle est arrivée ici, on ne saura jamais comment est-ce qu'elle est devenue comme ça, mais voilà, elle est comme ça maintenant. Et donc on a ce petit plan sur Cléopâtre, qui est maintenant une Daisy Duck. C'est un canard humain. C'est un canard humain. Voilà, un canard avec la tête de l'actrice, en fait. C'est très étrange. Une espèce de canard avec une tête de femme et complètement grotesque comme vision. Complètement grotesque, et là aussi c'est champ contre champ. On a le groupe de visiteurs et paf, on code directement sur ce qui reste de Cléopâtra, et je pense que là aussi à l'époque ça a dû faire pas mal réagir. Donc oui, voilà, c'est qu'il y a des versions où le film se coupait là, et du coup, vu l'accueil en fait pour l'élection test, ils se sont dit non, on peut pas faire comme ça, et donc l'un des rajouts a été. Voilà. Et alors donc a priori,
Là, nous avons le Oui. résultat, nous avons le résultat de ce qui est arrivé. La toute première version montrait ce qu'elle subissait. Et alors, je sais pas jusqu'où la première version allait, C'est un grand mystère, hein, mais vraiment, grand c'est assez mystère, mais si c'est le cas, ça peut être vraiment, on est vraiment sur une scène de presque torture porn, parce que bon, basiquement, à la fin, Cléopâtre cette version finale de Cléopâtre n'a plus de jambes, donc visiblement, ça fait couper les jambes quasiment au niveau de la taille. Ses bras ont été gravement brûlés et la chair quasiment fondue, ce qui lui donne maintenant juste 3 doigts à chaque main, donc des pattes de canard. On l'a mis en plus d'espèces de gants pour accentuer cet effet-là. Tout son bas du corps a été visiblement a subi le supplice du goudron et des plumes, hein, tu sais, ce qui est un peu ce gag de western classique qu'on peut voir dans Lucky Luke, mais à la base c'est un châtiment qui existait vraiment dans le vieux Far West, et c'était beaucoup moins drôle que dans les BD, hein, parce que si tu te compte du goudron, surtout par grande chaleur, ça te brûle atrocement. Ah oui, forcément. Oui. Donc c'est une vraie séquence. Et visiblement, en plus, elle a eu la langue coupée et s'est fait crever un œil. Donc quand tu vois le résultat final, tu te dis, si on a montré comment on en arrivait à là. Tout est possible. C'est vraiment un objet de fantasme de cinéphile. Mais rappelons d'ailleurs, juste pour au niveau du contexte, on est en 1932, donc on est près le fameux code Hays qui, aux États-Unis, qui est en gros frappé sous la censure toute vision de violence, de sexe, de choses contraires aux bonnes mœurs dans le cinéma américain. Et donc on a eu toute une poignée de films à cette époque-là qui en fait poussaient un peu les critères de ce qu'on pouvait montrer. On pense à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et un nombre innombrable de films que je peux pas vous citer parce que ma culture me fait défaut. Et voilà, peut-être que potentiellement ce film-là fait partie de ceux qui ont subi des coupes avant même que le code soit mis en place. Je ne sais pas. Après, effectivement, quand tu vois un peu finalement une certaine légèreté, on ne nous a pas énormément montré de très très grosses scènes à l'époque. Autant dire qu'une scène complète de torture, voilà, c'est sûr que ça a dû plus que choquer. Je pense que Todd Browning, il s'est fait taper sur les doigts par la MGM. Après, est-ce qu'il y avait vraiment cette scène? On ne sait pas. Mais par contre, voilà, on sait de sources sûres qu'il y avait au moins un arbre qui tombait, qui a été immobilisé, les jambes complètement. Parce que pour vous donner un exemple, à côté de ça, les débuts du cinéma gore, hein, 2000 Maniacs de Herschel Gordon Lewis, c'est 1964. Donc le vrai gore véritable en Technicolor n'arrivera pas avant 32 ans de plus. Et encore, si on regarde aujourd'hui, c'est du gore quand même très très léger. Donc autant vous dire que ça aurait été, même s'il y avait ne serait-ce que des plans sur des couteaux, des trucs comme ça, une torture même juste un peu suggérée, je pense que c'était déjà plus que trash pour l'époque. Encore une fois, c'est sûr que jusqu'où ça serait allé, sans doute pas finalement aussi loin que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça aurait été forcément choquant comme pour l'époque, oui, bien sûr. Et donc voilà, donc c'est après cette version-là que oui, toute l'équipe de production a vraiment poussé au cul pour que elle a retiré presque 40 minutes et donc l'obligation de tourner cette introduction dont on a parlé et une conclusion où l'on peut voir donc Hans qui depuis tout ce qui s'est passé s'est retiré dans la maison dont il a hérité et donc il vit seul et on a donc Phrosos et Vénus qui viennent chez lui et on fait venir avec elle Frida. Et donc on aura une petite scène assez mignonne de réconciliation entre les deux et qui vont surtout essayer de déculpabiliser Hans qui a quand même énormément de regrets sur ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on a une ambiguïté parce que voilà, on lui dit non mais vous vouliez juste récupérer la bouteille de poison. C'est pas clair. Durant la fin du film, on a cette préparation qui se fait. Tu te dis bon, il est pas tout à fait blanc le Hans. Hein. Il a raison en soi de se sentir coupable quand même, d'avoir une culpabilité, parce qu'il a vraiment fait quelque chose. Ils ont vraiment organisé quelque chose d'horrible. Encore une fois, du coup, alors, donc se rajoute toute cette scène qui finalement t'explique plus ou moins les retrouvailles entre Hans et Frida et ses remords. Apparemment, ça aussi, ça n'a pas forcément convaincu le nouveau public auquel on a montré cette version. Il y a une autre coupe qui aurait... Ouais, mais c'est qu'apparemment, il y aurait, avant que le film soit complètement vraiment exploité en salle derrière, à travers les États-Unis, il y aurait encore une autre coupe derrière où en fait, ils gardent seulement les moments de Frida et Hans qui se réunissent. Ouais. En enlevant tout le dialogue. Et apparemment, c'était encore moins convaincant. Ah oui. Donc, ils sont finis. Tu vois, les problèmes de montage qu'il y a eu sur le film, tu vois, c'est
c'est compliqué. Un autre truc qu'on n'a pas dit aussi au niveau des coupes, et donc ça on n'a pas les images mais on le sait de source sûre, c'est que on veut aussi comprendre le sort de Hercule, Oui. qui apparaissait devenu chanteur castrat, et donc on concluait qu'il avait été émasculé, et qui se produisait. Voilà. En fait, si j'ai bien compris, il se produisait en tant que castrat dans le même cabinet de curiosité que Cléopâtra devenue femme canard, quoi. Et alors, c'est bon. Alors, du côté d'Hercule, donc dans cette version qui n'existe plus maintenant, c'est assez intéressant de voir que bah, l'antagoniste qui est cette espèce de macho-man bah, finit émasculé, complètement émasculé, figurativement et enfin symboliquement et concrètement. Par contre, le fait que donc Cléopâtra est transformée en monstre, c'est un peu plus pénible à interpréter et les critiques justement, on n'était pas vraiment satisfait justement de ce point scénaristique. Parce qu'on se dit, si tout le film est résolument anti-eugénique, en célébrant un peu cette différence, les difformités dont les personnages s'accommodent, en opposition avec une normalité derrière laquelle se cachent des mauvaises intentions et une âme bien plus noire, bah à ce moment-là, pourquoi punir Cléopâtre en faisant d'elle une frixe? Parce qu'à ce moment-là, est-ce que selon leur propre philosophie, est-ce qu'ils l'améliorent ou est-ce qu'ils la punissent? Si en devenant une frixe elle est meilleure, c'est pas une vengeance. C'est vrai, oui, que c'est très ambigu, encore une fois, et en termes d'interprétation, ça pose pas mal de problèmes. Moi-même, je sais pas trop comment prendre. Ou alors est-ce que ça souligne une certaine hypocrisie en disant que même parmi les frixes, il y a plusieurs paliers, on va dire, de frixitude et que finalement, ils l'ont mis au niveau où elle est même plus considérée comme un être humain. Une manière de dire, une manière de nous dire, de lui dire, tu nous traites de monstre, mais on va te montrer ce que c'est quand t'es vraiment un monstre qui ressemble à rien. La vraie monstruosité, ouais. Je sais pas, c'est compliqué. Ouais. Plus que les fixes, on les pas justement avec l'éclairage, avec la mise en scène, on les voit comme des monstres à la fin. Là, basiquement, c'est un peu, Seulement, là. vous nous avez considérés comme ça, là, vous avez ce que vous vouliez. Tout à fait, ouais. Mais après, moi aussi, alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris au niveau du tournage. C'est que, alors, on est d'accord que donc c'est l'épilogue dans le château de Hans qui a été refait à la fin, et donc on nous dit la scène d'ouverture. On a comment on appelle ça? Le présentateur, là, tu avais le ringmaster, tu disais, qui est présent dans le cabinet de curiosité de Frix, qui aurait été retourné. Mais le truc, c'est qu'on a aussi cette séquence à la fin où du coup on vient de la résumer, où on voit Cléopâtra devenue femme canard. Est-ce que ça, donc ça c'est à la fin du film, c'est avant l'épilogue dans le château de Hans. Est-ce que cette scène-là aussi a été rajoutée ou est-ce que c'était déjà tourné à la base? Est-ce que c'est le même décor, c'est les mêmes acteurs, les mêmes figurants que dans la scène d'introduction qui elle on sait de source sûre a été rajoutée. Là aussi c'est pas clair. Moi je comprends pas trop. Voilà, on sent que le film a une production très très compliquée quoi. Où sont les intentions de Todd Browning? C'est là où je veux en venir. C'est qu'est-ce qu'il voulait quoi. Parce que son message a forcément été modifié à un moment ou à un autre. Bien sûr. Il y avait une très grosse opposition entre ce que Todd Browning faisait et la production, qui, bon, à part les cuts qui ont été imposés, voire même faits sans son aval, le sens principal du film, il a quand même pu le garder. À côté de ça, dans un exemple beaucoup plus moderne, il y a eu Cabal de Clive Barker, où là, la production a tout réorganisé, tout cuté, manière à totalement changer même le sens du film. Là où, dans cette version donc, de Frix, on garde quand même le côté les Frix sont sympathiques. Et on est censé représenter de la sympathie pour eux. Là, Todd Browning, il a pu le garder à ce moment-là. Parce que toutes les scènes de vie, les tranches de vie, ça c'est laissé. Elles sont toujours là, oui. Et elles sont finalement tout à fait dans l'empathie, c'est vrai. Et c'était pas gagné parce que justement la production, donc les gars de MGM, eux par contre ils ont laissé exploser leur xénophobie puissance 1000. La plupart des acteurs Frix ne pouvaient pas manger au même endroit que l'équipe de production. Parce que la raison c'était que l'équipe de MGM voulait pouvoir prendre le repas sans avoir à vomir. C'est charmant. Donc tout est dit sur les pensées de ces personnes-là. Et peut-être que ça a joué aussi peut-être sur le détachement de Browning de l'industrie du cinéma. Toi, tu m'avais dit qu'il me semblerait qu'il aurait fini sa vie très très loin des industries. Le truc, c'est que Todd Browning, il a fait très peu de films derrière. Alors, on comprend plus ou moins que, donc voilà, juste vite fait, le film a été un véritable,
je crois que le terme n'était pas forcément encore employé à l'époque, mais un box-office bomb. C'est-à-dire que le film s'est complètement planté, il n'a pas rentabilisé son budget, ça a été une catastrophe derrière. Il a été très peu exploité, c'est-à-dire il n'a pas été diffusé dans tous les États aux États-Unis. Il a été interdit au Royaume-Uni pendant plus de 30 ans, en Australie aussi pendant pas mal d'années. Enfin, ça a été extrêmement compliqué pour le film. Il a vraiment été redécouvert dans les années 60, quoi. Mais le truc, c'est que pour Todd Browning lui-même, j'ai cru comprendre qu'il était plus du tout en odeur de sainteté à Hollywood après ce film-là, forcément. Et il a fait 3 4 films derrière, puis après, il a quitté Los Angeles. Il est parti apparemment, il est parti déménager à Malibu, toujours en Californie, mais bien loin des studios. Et selon les légendes, il aurait refusé de parler de cinéma, même en privé, jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Se disant, il ne regardait plus du tout de films en privé, voilà. Et il a vécu encore une bonne quarantaine d'années derrière, quoi. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Encore une fois, ça fait partie. Là, on est dans un peu presque le mysticisme, j'ai envie de dire, autour du personnage de Todd Browning. Ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce film a détruit sa carrière au cinéma. Oui. Ça, c'est une certitude. Oui, effectivement. Alors que pourtant, c'est l'un des réalisateurs qui était le plus en vogue à l'époque. Il a fait Dracula. Il est passé de la Universal à la MGM. Il a mis sur le devant de la scène Lon Chaney et beaucoup d'autres acteurs et actrices de cette époque-là. Et c'est l'un des réalisateurs qui a réussi à faire la transition du muet au parlant. Tu vois, donc, et c'était pas le cas de tout le monde. Donc on se dit, c'est vraiment une tragédie. Peut-être que sur Terre 2, Todd Browning a fait bien plus de films dans les années 30, voire 40, on ne sait pas. Mais malheureusement, pas ici. Et oui, on peut le citer vite fait, parmi les personnes qui apparemment ont charcuté le film, Fricks, il y a Irving Thalberg, donc producteur dont on avait parlé au début, quoi, historiquement de la Universal, qui avait mis l'argent sur la table pour toutes ces productions avec Lon Chaney réalisées par Todd Browning en muet à l'époque, et qui avait demandé effectivement un scénario de film plus horrifique encore que ce qui avait été fait sous la Universal pour les concurrencer quand ils sont arrivés chez la MGM. Donc c'est devenu le scénario de Fricks qu'il avait horrifié lui-même, le producteur Thalberg, et c'est lui-même qui a demandé à faire les coupes, à rajouter la scène d'introduction, à rajouter la scène de fin. Je ne sais pas s'il en a été de sa relation avec son collègue historique, donc Todd Browning, mais je pense qu'ils n'ont pas dû se quitter en bon terme. Oui. Après, ce n'est que de la supposition, mais bon, je pense que voilà. Sauf que Thalberg, il a continué à faire du cinéma derrière, tu vois, en tant que producteur. Lui, il ne s'est pas isolé complètement du monde du cinéma. Donc bon, voilà. C'est pour ça que c'est un grand film aussi, tout autant meurtri que ses personnages. C'est ce que tu disais au début, c'est que il a été amputé dans tous les sens, et c'est une chance qu'on l'ait encore aujourd'hui, parce que pendant de longues années, le film a été perdu, et il a été redécouvert dans les années 60, on a redécouvert des copies correctes. Alors que pendant de nombreuses années, apparemment, beaucoup de gens pensaient que le film était perdu, quoi. Post sortie en 1932, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc en définitif, c'est vrai qu'une fois qu'on a le produit devant les yeux, il y a beaucoup à dire autour du film, mais bien moins sur le film même, sur son contenu. Parce que oui, une fois que tu parles des scènes de vie, bah, tu t'as à peu près tout raconté. On est un peu sur un scénario de ticket de métro. Oui, ce qui n'est pas grave en Oui, soi, c'est pas mais grave. c'est que, en termes de mise en scène, c'est que on comprend que le film n'a pas du tout envie de mettre l'emphase sur le côté, le complot, la tentative de meurtre. Non, l'essentiel du film, c'est vraiment les scènes du quotidien de ces personnages, de cette troupe de cirque. Alors après, tu vois, il y a aussi toute une seconde lecture qui est mise en lien avec la Grande Dépression, parce qu'on est 1932, Ah bah oui, c'est vrai. on était en plein vers la fin, certes, mais on était quand même dans la Grande Dépression, Oh, oui, avec le grand crash boursier et tout ça de 1929. c'est ça. Donc il y a aussi peut-être une espèce de symbolisme de la lutte des classes, avec justement, l'élite et les prolétaires représentés par les frics. Et oui, on parle d'argent et d'héritage, donc c'est pas. Encore Oui, une c'est fois, d'autant plus que l'argent est au milieu de tout ça, bien sûr, ça c'est... une interprétation tout à fait légitime. Oui. Le problème, c'est que si tu veux Oui. faire un parallèle, avec la lutte des classes, enfin, ou même surtout dans le cadre de la Grande Dépression, tu vas plus voir vraiment le premier degré, c'est-à-dire ces histoires de vengeance, parce que l'apparence des frics, justement tout ce côté un peu horrifique vis-à-vis de ça, qui est très artificiel, qui repose vraiment juste sur l'apparence
des personnes, Ah oui, ça éclipse toutes les subtilités que tu pourrais avoir derrière. Et de ce fait, voilà, oui, beaucoup de gens ont massacré ce film, mais vraiment ont été choqués de ce film-là juste parce que ouais, bah, ils ont vu des personnes qu'ils ne voulaient pas voir et ils ne se sont concentrés que là-dessus. oui, bah après, il faut dire que le film a été sujet à beaucoup d'interprétations, mais beaucoup plus contemporaines à nous. C'est-à-dire, là, j'imagine, tu m'arrêtes si j'ai une connerie, hein, comme d'habitude. Là, quand tu parlais de lecture de lutte des classes et de symboliser la Grande Dépression, c'est des lectures du film qui ont été faites bien après, justement quand le film a été redécouvert dans les années 60, quoi. Donc du coup, ce sont des lectures qui peuvent faire sens, mais qui vont toujours se confronter à une certaine limite, plus ou moins. Voilà, encore une fois, quelles étaient les intentions de Todd Browning? On les devine assez facilement. Il voulait vraiment mettre l'emphase sur les personnages, qu'on soit dans l'empathie. Visiblement, même s'il y a un peu de mystère et de fantasme derrière, il a quand même vécu au moins un temps parmi ce monde-là, le monde du cirque. Donc on imagine qu'il a une sympathie pour ces personnages, Bien pour sûr. cette vie de forain, et peut-être moins pour justement la bourgeoisie, la noblesse classique culturelle d'une Amérique plus industrialisée. Et voilà. Le c'est qu'encore une fois, toute cette interprétation-là tombe à l'eau s'il s'avère que Todd Browning en fait n'a jamais bossé dans le cirque. Comme on a vu Je pense que comme on a vu au début, on n'était pas sûr si c'était vrai ou pas. Donc c'est Alors, le truc, c'est qu'on a beaucoup de récits pratiquement contradictoires sur ces 20 premières années à Todd Browning. Je pense que la réalité, elle est un peu entre les deux. À mon avis, je sais pas s'il a vraiment fait carrière là-dedans. Je sais pas s'il a vraiment fait le tour de l'hypnotisé qui, pendant 48 heures, était enterré vivant. Mais en tout cas, il s'est confronté à cet univers-là, d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que il y a quelque chose. Je pense pas que c'est cynique ou malhonnête, hein. Je pense qu'on n'est pas du tout en train de dire ça. Et je pense qu'il y avait vraiment une envie de représenter cet univers-là de manière. C'est tout à fait premier degré. Et c'est pas du tout un calcul de mise en scène. Et d'ailleurs, c'est visible. Enfin, c'est une évidence vu que ça n'a pas été payant pour lui et sur un plan professionnel. Ce film lui a coûté sa carrière à Hollywood. Donc c'est vraiment voilà, c'était clairement pas un choix calculé. Aussi, ça l'aurait été, ça aurait été le choix le plus débile du monde parce que. Tiens, voilà, voilà, moi en fait j'ai beaucoup de mal. On commençait à parler là, pour revenir sur ce que tu disais. oh, bon. On commençait à parler des interprétations contemporaines du film. Moi, j'ai beaucoup de mal à forcément, comme tu disais, hein, moi aussi cette histoire de lutte des classes, je la vois pas forcément dans le film. Je vois qu'effectivement il y a des tensions autour de l'argent. Je vois qu'il y a il y a de la jalousie, bon, des histoires d'amour, ça c'est vieux comme le monde, ce genre de récit. Mais la Grande Dépression, oui, non, pourquoi pas. Je suis plus d'accord déjà avec cette idée de. Anti-eugénisme. Oui, voilà. Quoi qu'encore une fois, c'est aussi ouvert à débat avec le fait que est-ce que c'est positif ou négatif dans le point de vue la vision qu'ont les frics, vu que eux ça les constitue et ça constitue leur vie professionnelle de forain, voilà. Alors que ouais, bon, bref, je suis en train de répéter ce que tu dis vis-à-vis du sort qu'il donne au personnage de Cléopâtra qui est transformé en canard. Moi, en tout cas, ce que je peux avancer, c'est que oui, voilà, ce que je retiens du film, c'est le côté touchant, naturel, premier degré, sans phare, sans maquillage, j'ose dire, de la vie de tous les jours, quoi. Voilà, le personnage je n'attendrai jamais son prénom très particulier, Schleswig, voilà. Voilà, on comprend que c'était vraiment une personne complètement pure, premier degré, et je pense que ça attendrit Todd Browning de manière naturelle, quoi. Et donc il le reflète il en tient compte dans le film, avec l'échange qu'il a avec Frozo le clown, tu vois, par exemple. Au final, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'il fasse un documentaire complet? Ah, ça c'est une. Oula, tu relances le débat. C'est une vraie question. Je ne sais pas. Après, ça reste de la fiction, même si. Bien sûr. C'est presque dans l'entre-deux, parce que justement, sur ce personnage précis, la Schlitzie, vraisemblable, elle est créditée au générique en tant que elle-même. C'est-à-dire, c'est pas un personnage, c'est pas un rôle. Et visiblement, alors bon, je vais être très délicat avec ça. J'espère que je vais pas être attaqué de tous les noms sur les internet. Selon les capacités, les compétences psychologiques de l'actrice,
j'ai l'impression qu'elle n'était pas forcément dans un personnage. C'est vraiment elle-même qui joue bien sûr. elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde en fait. Évidemment, il y a des autres personnages, comme les sorcières chinoises, jouent des rôles. Tu vois au générique, c'est pas leur vrai nom quoi. Ou Hans, évidemment, c'est pas. J'ai oublié son nom, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'on peut être dans l'entre-deux. C'est vrai que le film est tellement, comme tu dis, ça aurait peut-être pu être un documentaire, mais il aurait pas raconté une histoire. De complot pour récupérer un héritage, et puis on n'aurait pas eu ces scènes de pure fiction à la fin. Je vais essayer de reprendre les rails de ma réflexion. Non, moi, en tout cas, ce que je retiens du film, c'est que outre l'empathie absolue pour ces personnages et une vraie sympathie, quoi, ça va au-delà de. Que moi aussi, hein, je fais partie de ces gens qui ont une sympathie pour les monstres tragiques de Hollywood. J'adore la créature de Frankenstein. Là, on est au-delà de ça. Là, on est presque plus dans de la fiction. Ces gens existent. Bien sûr. C'est comme ça naturel et Todd Browning leur donne un amour presque inconditionnel. On est censé les aimer alors qu'ils font quelque chose de terrible à la fin. Moi, je trouve le film réjouissant. Là, je parle vraiment de mon plaisir de cinéphile. Et du coup, j'essaie d'évacuer tout le côté politique, sociétal, économique du reste et contextuel de l'époque. Moi, ce que je retiens du film, c'est que ce que je trouve réjouissant, c'est les 10 dernières minutes de tension horrifique. Voilà. Et le reste, finalement, c'est un peu plus plan-plan, c'est un peu chiant. Il y a des longueurs, malgré les coupures, donc il y a peut-être encore plus de longueurs au premier montage, on ne sait pas. Je suis un peu surpris parce que j'ai découvert le film sur le tard. Ça faisait partie de mes films à voir qui manquaient à ma culture. Et forcément, je m'imaginais un film de monstre, un film d'épouvante, quoi. Le film a été vendu comme ça à l'époque, donc je pensais que c'était le cas. Et c'est pas du tout le cas. Donc ça te reprend à rebrousse-poil complet. C'est pas grave. Le film n'avait pas cette intention-là. Peut-être que la communication de l'époque voulait te faire croire que c'était un film d'horreur. Todd Browning ne veut pas en faire un film d'horreur, vraisemblablement. C'est pas ça qui l'intéresse dans ces personnages-là. Donc en soi, le film, je ne vais pas lui retirer ses qualités plastiques. C'est bien mis en scène, c'est beau, les acteurs sont très bons, et puis c'est toujours aussi saisissant de voir des personnages qui sont amputés de leurs bras et de leurs jambes jouer de manière naturelle devant la caméra. Après, c'est pas forcément ce que j'attends du film. Mais c'est aussi ce qui en fait sa force. Je vais finir de manière très très premier degré et très égoïste. C'est un joli film, mais c'est pas un film que je trouve fantastique. Donc, moi j'ai aimé le film pour ce qu'il est, mais je ne le reverrai pas. Et j'ai même envie de dire, je ne le conseillerais pas forcément. Même si c'est une date importante dans le cinéma hollywoodien, je pense que alors, je retire pas le fait que c'est intéressant de se renseigner sur la carrière de ces acteurs, de tous les frics du film, ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont fait après, et sur Todd Browning, et sur Irving Thalberg, et sur Harry Hurd, et tout. Mais, par contre, je trouve que le film en lui-même, on peut presque s'en passer, en fait, en termes d'objets filmiques, tu vois. Et qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est toute la production du film. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour répéter, j'aime le film quand même. On est dans la binarité, hein, on dit pas à l'entre-deux. Oui, Donc, oui, je vais pas dire que j'ai détesté le film, donc j'ai quand même aimé. oui, c'est un petit j'aime après. C'est un petit j'aime, mais je ne le conseillais pas et je ne le reverrai pas. Désolé, ne me crucifiez pas, s'il vous plaît, Internet, merci. Bah, tu sais, moi, après, honnêtement, moi, j'arriverai quasiment à la même conclusion que toi, hein, à savoir, ouais, c'était un petit j'aime. Je pense que pour parler du cinéma, je suis un peu, ouais, il y a forcément un moment où je serais peut-être amené à le revoir. Maintenant, ouais, comme toi, je le conseillerais pas spécialement. Et effectivement, C'est un film très respecté, hein. C'est un film qui est important et culte dans l'histoire du cinéma, plus pour ce qu'il y a autour de lui. Pour cette figure de point pivot, on va dire, dans le cinéma. Point pivot, voire même de rareté, parce qu'encore une fois, des films avec autant de véritables acteurs interdifformité, je pense pas qu'il y ait eu d'autres films qui en avaient autant par la suite. Et je pense même aujourd'hui, on n'oserait même pas en mettre, parce qu'on dirait que ce serait indécent de les faire jouer, alors que basiquement, en quoi ce serait indécent de les faire jouer? Justement, pour les respecter, il faudrait les faire jouer, justement. Plutôt que de faire The Greatest Showman, où la plupart des frics, c'est des personnes maquillées. Oui, parce qu'on oublie aussi que P.T. Barnum, dans la vraie vie, c'était un connard. Hein. C'était pas le mec sympathique qui voulait donner leur chance aux frics et montrer qu'ils sont des personnes importantes. Non, c'était... les monstres, là, ils vont rapporter de l'argent. Hein. Pour resituer vite fait, le Barnum dont tu parles, c'est l'un des grands... Je sais plus si on l'a dit au début du podcast.
c'est l'une des personnes qui a vraiment popularisé le freak show, concept. ouais, du enfin, le freak freak show. show, et surtout qui a vraiment commercialisé ça. C'est Enfin, vrai bref. qu'il y a un vrai débat sur les films modernes. Moi, j'ai pas les outils, culturels pour en parler. Mais il y a un vrai débat à faire. Mais bon, j'ai pas envie de remettre une pièce dans la machine après autant de temps d'émission. Mais c'est un sujet intéressant. Non, non, on parlera pas de Blanche-Neige de Disney. Non, non. Pour ce film, écoute, je lui remettrai la note de 30 minutes perdues dans les sables du temps, hein, tout simplement, sur 20. Et ben moi, je mettrai la note. Elle l'aime, mais lui, il ne t'aime pas sur 20. Écoutez, cela conclut donc notre petite critique de Fricks. On parlera par la suite de films beaucoup plus récents dans notre prochain épisode de septembre, mais voilà, ça encore une fois, c'est une autre histoire. Nous nous reverrons lorsque d'autres péloches pleureront, bien sûr, et jusque-là, à la prochaine tout le monde. Ciao tout le monde.